Et puis, à l'instant, puisqu'elle a été reportée à cause de la crise du Covid, sur les sculpteurs et du travail. Donc, c'est à Nogent-sur-Seine. On va passer un petit week-end là-bas. Il y a une très belle centrale nucléaire. Alors, je me suis obligé, alors ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça, donc je me suis obligé, je vous réafficherai au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Je me suis obligé à faire le plan, 3 parties, 3 sous-parties, 3 idées, 3 exemples par idée. Donc, on va essayer de faire ça. En sachant qu'il y aura forcément un petit décalage. Hein. Je vais tenir 1 heure, 1 heure, 1 heure. On est en cours de 3 heures. Mais voilà, il y a quand même un petit décalage évident dans ce plan. Si on prend Madeleine Reberriou, en 1995, dans la France ouvrière, elle a écrit un petit article sur l'ouvrier à travers l'art et la littérature. Elle dit que l'ouvrier et le travail apparaissent dans l'art aux alentours de 1880. Avant 1880, on trouvera toujours des artistes, hein, je vous en trouvais, mais globalement, c'est un sujet marginal, voire même rejeté, marginalisé. Et même quand il commence à apparaître aux alentours des années 1849, voilà, on parle vraiment de choses minimes, minoritaires. Vraiment, l'irruption de l'ouvrier et du travail dans l'art, c'est 1880, c'est vraiment le tournant. Il y a un historien, parce que là, c'est vrai que Madeleine Reberriou, c'est un peu daté, il y a un historien qui est un peu plus récent, Nicolas Pierrot, qui a fait sa thèse sur les images de l'industrie en France. La question d'agrégation fait qu'il va pouvoir probablement la publier, en tout cas, elle est annoncée comme ça. Mais vraiment, c'est la Bible, et lui aussi prend cette chronologie, ce découpage chronologique, avec vraiment 1880, qui est l'émergence de l'image de l'ouvrier. Ce qui nous permet de voir aussi un petit peu comment les Français prennent conscience qu'on passe d'une France rurale et industrielle. Il y a une autre façon d'aborder la question. C'est un peu, voilà, je fais ça problématique, c'est un peu, pas vraiment une dissertation, mais bon, j'ai joué le jeu, je me suis mis à votre place si j'avais à faire ce sujet-là. Les artistes ont toujours la même chose, hein, ils doivent toujours choisir un camp. C'est toujours la même manière. Hein. Il faut gérer entre, d'un côté, des artistes qui vont vouloir valoriser le travail, hein, la valeur travail, l'épanouissement par le travail libérateur. Et puis d'autres artistes qui, au contraire, vont prendre la position inverse, hein, les socialistes, les anarchistes et d'autres, hein, pas uniquement eux, qui vont parler de la souffrance au travail, l'exploitation au travail, qui donc auront une vision beaucoup plus misérabiliste. Et puis il y a des artistes qui vont essayer de faire un peu les deux. Donc voilà, on va essayer de voir comment les artistes ont essayé de gérer cette tension entre ces deux visions du travail, le travail positif et le travail d'un point de vue négatif. Alors je vous propose, alors je vous le ferai chaque fois, hein, pour que vous ayez le temps de le noter, c'est dans mon PowerPoint, hein, donc de toute façon vous l'aurez tranquillement. Donc on va commencer par cette première période, qui est peut-être la plus difficile pour moi, hein, donc il faut que je tienne à peu près 1 heure. La période 1830-1849 où il n'y a rien. C'est un sujet marginal et marginalisé, c'est-à-dire que non seulement il y a très peu d'œuvres qui représentent le travail, mais ces quelques rares œuvres sont totalement rejetées, sont considérées comme inutiles, laides, et sont exclues du champ de l'art et au-delà de ce qui est montrable. Alors, pour une raison très simple, votre question commence en 1830, et 1830, ce n'est pas une date anodine, c'est le début du romantisme. Prenez juste en histoire de l'art, prenez juste 2-3 repères. 1830, vous avez Hernani de Victor Hugo, donc la bataille d'Hernani, c'est 1830. Vous avez le Rouge et le Noir de Stendhal, c'est également 1830, le Rouge et le Noir. Et puis vous avez Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, c'est également 1830. Donc vraiment, votre programme commence avec le romantisme. Donc la question, c'est comment parler du travail, donc de l'industrie, des contremaîtres, des mineurs, des forgerons, à une époque où on parle du romantisme, donc la nature, l'amour, les passions, enfin vraiment tout ce qui est à l'opposé de cela. Et voilà, j'ai mis une vision un petit peu extrême de ce qu'est le romantisme, mais voilà, c'est les passions, je vais me suicider, c'est un très beau tableau, je ne sais pas si vous arrivez à le voir de loin, mais c'est un monsieur qui va se suicider en se poignardant, et puis s'il échoue, il se tirera une balle dans la tête, il se pendra, et puis il a également une fiole pour s'empoisonner. Voilà, c'est un peu ça le romantisme, c'est un peu des passions folles, et puis d'autre côté, le travail, donc la rationalité, le rationalisme et le machinisme. Alors, si vraiment il fallait commencer à voir 2-3 petites traces, donc on va essayer de voir un peu dans le romantisme les traces de travail. Bon, on va commencer par Eugène Delacroix, qui est peut-être la première représentation d'un ouvrier. C'est anodin, hein, encore une fois, hein, on est bien d'accord, hein, c'est un sujet marginal dans le tableau. Mais 1830, vous avez 2 ouvriers qui sont représentés dans ce tableau-là. Vous avez d'abord la figure, elle est complètement à gauche sur le tableau, de ce personnage qui est en blanc, avec ce pantalon
typique des pantalons à bretelles, qui est typique des ouvriers d'atelier. Donc là, qui représente en gros l'ouvrier de la France urbaine, l'ouvrier des manufactures, des ateliers. Et puis vous en avez un deuxième qui est à genoux. C'est celui qui est en bleu, la maman, enfin, la liberté qui représentait la poitrine nue pour la mère, et l'autre qui est à quatre pattes comme s'il était un petit bébé. C'est un autre ouvrier, mais lui, un ouvrier, c'est à la journée, un ouvrier rural qui vient travailler de manière saisonnière dans la ville, à Paris en l'occurrence. Donc là, plutôt un deuxième type de travail. Donc vous avez celui qui vient des campagnes et l'ouvrier qui vient des villes. C'est la première vision qu'on pourrait trouver éventuellement si vraiment on voulait trouver des traces, des indices d'ouvriers chez ces personnages-là. Soyons clairs, Eugène Delacroix ne va pas s'intéresser énormément à eux. Là, le but, c'est de montrer que toutes les catégories sociales ont participé à la révolte de 1830. Au-delà de ça, juste après ce tableau-là, il partira en Afrique du Nord et il s'intéressera davantage aux femmes orientales, aux paysages désertiques et autres. Stendhal, le deuxième grand romantique. Alors Stendhal, c'est pas forcément le roman le plus célèbre de Stendhal, c'est son premier. C'est un roman de 1827 que j'ai été obligé de lire à cause de vous pour cette conférence, parce que le sujet, surtout, c'est justement l'industrie et le travail. Alors, c'est l'histoire d'Octave de Malibert. Alors, Octave de Malibert, c'est un aristocrate, mais bon, c'est un romantique, donc il a la mélancolie, il a le spleen, enfin voilà, il a tout ce genre de sentiments. Et il pense que voilà, le monde est en train de changer, que la machine à vapeur est la reine du monde, et que désormais un titre de noblesse ne sert plus à rien. À quoi sert un titre de noblesse à l'époque du chemin de fer? À quoi sert un titre de noblesse à l'époque de l'industrie? Et donc, il fait le rêve de devenir polytechnicien. Il est polytechnicien et il va dire sa passion pour le métier de chimiste. Il aurait voulu être fabricant de draps, travailler dans une usine. Donc, c'est son cri du cœur. Alors, il meurt à la fin, il suicide parce qu'il est amoureux d'Armance. Ça, c'est en dehors de notre sujet. Mais là, c'est l'élément romantique. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc un homme qui témoigne du changement et de sa volonté de travailler. Alors, il y a un petit élément qui est complètement anecdotique, mais qui est assez amusant. Dans sa bibliothèque, donc vous avez tous les grands classiques, évidemment, mais il a également le catalogue des verreries de Saint-Gobain, qui est pour lui le plus beau des livres, peut-être un peu plus beau d'ailleurs que Corneille, Molière, parce que beaucoup plus utile. Donc voilà, Octave de Malibert qui lit les catalogues de Saint-Gobain, c'est également un indice, on est bien d'accord, ce n'est qu'un indice de tous ces petits... de toute cette petite recherche de traces d'ouvriers dans le romantisme. Je passe très rapidement, parce qu'on ne pourrait pas tout faire, mais je vous rappelle que dans Le Rouge et le Noir, M. d'Arénal est également patron d'une usine de clous, et qu'il y a cette description des usines également. Alors, si on revient en peinture, alors c'est vraiment, il fallait trouver une représentation d'une forge, d'une manufacture. C'est Théodore Chassériau, c'est pas tout à fait la même génération, c'est presque 20 ans après Delacroix. Mais Théodore Chassériau, qui est aussi un grand nom du romantisme, va passer par le Creusot en juillet 1936. Alors c'est complètement anecdotique comme sujet parce qu'en fait, vous voyez bien ce qu'il peint. Je vous ai mis en rapport deux genres de peinture et de travaux de Chassériau. Donc il fait plutôt des sujets mythologiques, des sujets bibliques. Et puis d'un coup, il va passer à cette représentation d'une forge. Alors pourquoi? Alors d'abord, complètement par hasard, il est en voyage, il doit aller à Marseille, et en passant, il est obligé de s'arrêter au Creusot, et il est surpris par le paysage qu'il voit. En fait, ce qu'il voit, c'est cette gigantesque roue, cette machine, ces hommes qui sont agglutinés au travail, et il est surpris par la nouveauté de ce qu'il voit. Et donc, il fait une rapide aquarelle. Ce n'est pas un travail qui est très soigné, c'est quelque chose qu'il a dû faire en 1 heure, même pas. Il témoigne, en fait, c'est une petite photographie de ce qu'il voit au Creusot. Alors, par contre, c'est un témoignage qui est assez intéressant, parce que là, on est donc en juillet 1936 pour ce tableau-là. Il faut savoir que la famille Schneider va arriver et va prendre le contrôle du Creusot en décembre 1936. Donc en fait, c'est un témoignage iconographique, mais qui est vraiment au tournant de ce que va devenir la forge du Creusot, ce que va devenir le Creusot. Donc là, c'est le dernier témoignage du Creusot d'avant les Schneider, avant que les usines du Creusot prennent la dimension qu'ils ont aujourd'hui. Alors voilà pour la première période, donc c'était
la représentation du travail chez le romantique. On en trouverait, hein, ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui se passe, mais voilà, c'est quelque chose qui est relativement anodin. Alors, ce monsieur-là, il est un peu oublié, c'est Jean Dolent. Jean Dolent, c'est un homme qui est un grand critique d'art, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est connu des spécialistes, et il fait ce même constat, hein, qu'on sera obligé de faire tout au long de cette première partie, après on expliquera pourquoi, c'est qu'en fait, il n'y a pas de représentation du travail, il n'y a pas de représentation de l'ouvrier. Et il vous dit, il y a un modèle que vous dédaignez, c'est l'ouvrier, celui que je connais, l'ouvrier des villes. L'ouvrier suffit à l'étude de toute la vie d'artiste. Le paysan ne rebute pas François Millet, c'est celui qui a fait les glaneuses que je l'ai mis en bas, mais où est le François Millet de l'ouvrier? Et en 1874, il constate que ça n'apparaît pas. Il n'y a pas encore de grande peinture, de grande représentation des ouvriers. Rassurez-vous, je vais en trouver plein d'autres, mais voilà, c'est notamment ce constat-là. Donc, il fait un appel aux artistes et il demande à des artistes, mais saisissez-vous de ce sujet-là, saisissez-vous de la question du travail, des ouvriers, et il faut absolument résoudre ça. Alors, comment expliquer cette absence remarquable? Alors là, pour le coup, on est vraiment obligé de faire de l'histoire et de l'histoire de l'art pur et dur. Il y a une explication toute simple. Il faut revenir à ce qu'est la peinture au XIXe siècle, qu'on qualifie un peu mécaniquement d'académisme. L'Académie de peinture a défini, dès le XVIIe siècle, c'est un monsieur qui s'appelait André Félibien qui l'a défini au XVIIe siècle, qui a défini ce qu'est l'Académie, c'est-à-dire les règles de ce qui est bien et pas bien en matière d'art. Et André Félibien a défini ce qu'on appelle la hiérarchie des genres. En peinture, il y a une hiérarchie des genres. Il y a des peintures qui sont bien et des peintures qui sont mauvaises. Alors pour lui, au sommet de la peinture, il y a tout ce qui relève de Dieu. On est dans un siècle très croyant, tout ce qui relève de Dieu est évidemment au sommet. Donc la peinture religieuse, la peinture qui représente les rois est au sommet. Alors, lui appellera ça la peinture d'histoire. La peinture d'histoire, c'est la peinture religieuse. Hein, allez vous promener au Louvre, vous avez des milliers et des milliers de peintures représentant la Sainte Vierge. Ça, c'est de la peinture d'histoire. C'est vraiment voilà, les batailles, les rois, tout ce qui est religieux. Donc ça, c'est vraiment le sommet de la hiérarchie. En dessous, c'est un peu moins bien, mais ça reste encore noble comme sujet, c'est le portrait. Pourquoi le portrait? Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc le portrait, mais ça peut être quelque chose d'honorable, encore. Moins important que représenter la Sainte Vierge, mais comme c'est l'image de Dieu, pourquoi pas? Encore plus bas que le portrait, et là ça devient un sujet qui n'est pas noble, vous avez le paysage. Le paysage n'est pas représentable. Pourquoi est-ce que ce n'est pas représentable? Parce qu'il n'y a pas de créature de Dieu. Un arbre, un animal n'a aucun intérêt. Et encore plus bas que le paysage, de la nature morte, qui là, pour le coup, est juste alimentaire et ne sert à rien. Alors, il faut passer par cela parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on ne dessine pas une forge, pourquoi est-ce qu'on ne dessine pas un ouvrier. Dans cette catégorie-là, alors évidemment, on ne va pas faire des batailles d'ouvriers, donc on ne peut pas rentrer dans la peinture d'histoire. Le portrait d'ouvrier, ça existe, mais après 1880, on ne va pas représenter Fernand, ouvrier des forges du Creusot. J'en ai un, je vous en montrerai, mais vraiment à la fin de la période. Il y a même un ou deux peintres qui sont spécialisés dans les portraits d'ouvriers. Et puis le paysage, donc là, c'est là où on insérerait éventuellement une usine. Ce n'est pas possible. Et je vous montre ici un tableau qui a marqué l'histoire de la peinture au 19e siècle. C'est un tableau d'Achille Etna Michalon, un très grand peintre du 19e, qui a remporté le premier prix de Rome du paysage historique. Le prix de Rome, c'est vraiment la consécration de l'artiste. Tous les artistes concourent à cela. Si vous remportez le premier prix du prix de Rome, vous gagnez un séjour de 2 ans à la Villa Médicis et votre carrière est quasiment assurée. Alors, il a fallu 1817 pour qu'on introduise la catégorie paysage. Mais à une condition, c'est un paysage historique, puisque la peinture d'histoire est le sujet noble. Donc, vous avez le droit de représenter un paysage à une condition, c'est qu'il y a un prétexte mythologique, religieux, historique, pour avoir le droit de représenter un arbre avec une rivière. Donc ici, par exemple, Michalon, on voit bien quel est son thème. Hein. Vous avez un lac, une montagne, vous avez une forêt, mais il faut parler de Démocrite. Alors Démocrite est insignifiant, hein, si vous cherchez là. Mais voilà, il faut le placer quelque part dans le paysage pour légitimer cela. Essayez d'appliquer une peinture des forges du Creusot, vous n'y arrivez pas. Donc la peinture est non seulement marginale, mais elle est marginalisée, elle est impossible, intellectuellement impossible. Vous ne pouvez pas avoir de peinture représentant cela. Alors,
Si on regarde certains tableaux, et pour le coup, c'est une clé de lecture, hein, une fois que vous avez compris la hiérarchie des genres, hein, vous arrivez à savoir très bien ce qu'essayent de faire des peintres beaucoup plus postérieurs, qui ont toujours en tête cette hiérarchie des genres. Alors, hiérarchie des genres, donc on avait dit au sommet la peinture d'histoire. Quelle est la particularité de la peinture d'histoire? C'est le gigantisme. Une bataille, c'est représenté sur des tableaux. Une fois, vous prenez au Louvre, c'est du 3 mètres sur 4. Donc ici, vous avez un peintre belge, Léon Frédéric, qui a été très influencé par les primitifs flamands, et qui essaye d'abord de représenter ça en 3 parties, comme un retable religieux. C'est religieux. Alors d'accord, ça s'appelle les âges de l'ouvrier. Là, ici, vous avez des enfants d'ouvriers, vous avez une femme d'ouvrier, là, vous avez un enterrement d'ouvrier. On parle bien du monde ouvrier, mais en même temps, c'est représenté comme un retable religieux. Deuxième chose, la dimension. 373 cm, je suis désolé, en art, on parle en centimètres, sur 163, donc quasiment du 4 mètres sur 2. On lui donne la dimension qu'aurait un tableau représentant une bataille de rois ou une scène mythologique. Vous regardez ensuite, vous avez plein de symboles religieux. Alors, par exemple, ici, vous avez une scène d'enterrement à gauche. Un ouvrier est mort au long d'un accident. Eh bien, regardez, on amène des poutres. On ne sait pas trop bien ce que viennent faire ces poutres-là d'ailleurs, mais c'est pour symboliser la crucifixion. Si vous regardez ici au premier plan, vous avez des enfants qui sont en train de prendre un goûter. C'est anodine. C'est la scène de Jésus, le dernier repas du Christ. Ici, vous avez une femme qui est en train d'allaiter son bébé. C'est la Vierge à l'enfant. Alors évidemment, ça représente des ouvriers. Ce sont des ouvriers. Mais il faut le justifier, le sujet, en le réinterprétant, en le faisant rentrer dans la hiérarchie des genres. Donc ici, c'est la taille, c'est le retable, et puis c'est les références explicites à la vie de Jésus. Et pourtant, ce n'est que la vie d'une famille ouvrière. De la naissance, à droite, à la mort, à gauche. Voilà par quoi passera l'itinéraire d'un ouvrier. Si vous regardez par ailleurs, juste à la fin, vous avez des drapeaux rouges au centre. On est bien dans un sujet qui est en rapport à ce sujet-là, à la religion. Ce sujet-là, alors si j'ai choisi celui-là, alors à Montguillaumin, on y reviendra, Soleil couchant à Ivry. C'est un paysage de 1113. Alors à Ivry, vous avez essentiellement des verreries, des papeteries, des fours à chaud. C'est un très beau paysage avec une forêt de cheminées. Alors ce tableau-là, je l'ai choisi. C'est un tableau impressionniste pour vous montrer qu'il est ce qu'il y a de totalement impossible avant 1849. D'abord, vous avez un format qui est inintéressant. Le format est très restreint. Il est fait pour décorer une salle à manger. Vous n'avez aucune justification mythologique ou religieuse pour permettre ce paysage. Donc, quand vous avez un tableau comme ça, il est forcément postérieur à 1849. Un tableau comme ça ne peut pas être peint avant 1849. C'est tout à fait inimaginable. Vous ne pouvez pas peindre une usine pour une usine, le travail pour le travail. Comment expliquer cette absence? Alors, il y a peut-être d'autres raisons. C'est peut-être l'origine sociale des peintres. Alors, on va en étudier quelques-uns, plus ou moins connus. Alors, j'ai tous choisi connus. Moi, on ne voudrait pas. Je suis parti du principe que vous ne connaissez rien à l'histoire de l'art. Donc, parfois, il y en a certains, ça paraît évident, d'autres un peu moins, mais bon, voilà, c'est toujours bon de réviser. Peut-être que vous connaissez Caillebotte. Si vous ne connaissez pas, vous allez découvrir aujourd'hui. Caillebotte, qui est surtout connu pour ce tableau-là, les raboteurs de parquet. Alors, c'est une peinture qui est très connue, hein, c'est quelqu'un qui est intéressant, mais qui est très marqué, ça peut expliquer la représentation du travail. Alors, si on prend quelqu'un comme Caillebotte, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Caillebotte, le sujet est sur représenter le travail. Caillebotte n'a jamais travaillé, c'est un rentier. La famille Caillebotte s'est enrichie dans le commerce du drap. Ils sont richissimes, donc il vit de ses rentes, il ne travaille pas, il ne sait pas travailler de ses mains, et il est riche à millions au point qu'il n'a pas besoin de vendre de tableaux. Et même quand ses camarades impressionnistes, on le rattache un peu à l'impressionnisme, je n'en ai pas tout à fait un, seront un peu dans la gêne, il va racheter, il achètera un ou deux Claude Monet, il achètera un Pissarro pour les aider. Mais ce qui est intéressant, c'est sur la valeur travail, il ne sait pas ce que c'est. Il ne représente pas le travail en tant que tel. Alors là, par exemple, vous avez une représentation de travailleurs. Vous avez des personnes en train de raboter, des ouvriers en train de raboter un parquet. Il y a quelque chose qui est surprenant. C'est pas très réel. Ils ne souffrent pas. Il n'y a pas de souffrance au travail. Il y a quelque chose d'un peu, voilà, c'est presque une scène de plaisir. Il n'y a pas vraiment de, voilà, c'est quelque chose qui est pas forcément, qui ne cherche pas forcément à représenter la réalité du monde du travail. Vous avez vu,
la petite citation qui est là, Émile Zola sera très agressif envers ce tableau qu'il déteste, justement parce que pour lui, voilà, une peinture proprette comme un verre, c'est gentillet, ils souffrent pas, ils n'ont pas de sentiments, il n'y a pas d'émotion. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, ben, il rabote un parquet. C'est un sujet, il aurait pu faire une plante verte. C'est un peu ce que veut dire Émile Zola dans cette critique. Si vous prenez Eugène Delacroix, fils d'avocat, lui aussi n'a jamais travaillé. Si vous prenez Paul Cézanne, alors Paul Cézanne aussi a fait des paysages industriels, il a fait des paysages assez intéressants. Mais lui, si on prend la famille de Paul Cézanne, alors lui, son père était banquier. Sa mère, par contre, était ouvrière chapelière, mais enfin, on retiendra surtout le côté banquier de la famille, ce qui ressort chez lui, ce qu'il a totalement dispensé de travail. Paul Cézanne n'a jamais travaillé. Il n'a pas besoin de travailler. Il ne vend pas de tableau, mais ce n'est pas grave. Il vit également de ses rentes. Donc, comment représenter le travail quand soi-même, on ne connaît pas le travail? Et ça se voit sur la peinture. Alors là, il y a deux paysages. Alors, vous avez ici la mer à l'Estac. Donc là, l'Estac, c'est un quartier de Marseille. On voit qu'il y a une cheminée. Alors, si vous connaissez l'Estac, c'est les huileries Puget, donc fabriquer l'huile d'olive. Donc vous avez une usine qui est représentée. Mais quand on regarde finalement quel est son sujet principal, c'est pas la fumée, hein, c'est pas l'usine, c'est pas la cheminée. On voit bien que le trois quarts du tableau est pris par la mer. Donc son sujet, c'est la mer. Éventuellement les arbres, et pas de chance, au milieu des arbres, il y avait une cheminée. Mais il ne représente pas le travail à proprement parler, il ne représente pas ce paysage d'usine. Si on prend les usines près du mont de Sangles, c'est juste à côté de la montagne Saint-Victoire. Donc là, on est dans le pays de la bauxite, on n'est pas très loin de Gardanne. Donc l'aluminium, eh bien, il présente certaines, là vous en avez trois certaines cheminées, mais quel est son sujet central? La Sainte-Victoire. Là encore, une fois, le fait qu'il y ait de manière complètement anecdotique quelques cheminées ne change rien à cela. Ce n'est pas son sujet central. On peut peut-être expliquer ça justement par son origine sociale. Alors, il y en a un qui est un peu plus intéressant. J'espère que vous le connaissez. Alors, c'est Edgar Degas. Alors, Degas, lui, il est d'origine aristocrate. Alors, il a pris le pseudonyme d'Edgar Degas, mais en fait, c'est Degas en deux mots. Edgar Degas. Lui aussi, une famille qui vit dans les qui travaille dans les finances. Edgar Degas n'a jamais travaillé de sa vie. Hein, c'est quelque chose qu'on va reprendre. Là, il y a l'état éternel, c'est surtout ce milieu social-là qui revient pour cette période-là. Mais ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a essayé de représenter le travail. C'est peut-être le seul dans tous ces grands peintres du 19e siècle qui a essayé vraiment de représenter le travail avec un personnage en particulier, une femme en particulier, qui est la repasseuse. On sait que Degas a eu deux grandes passions, c'était dessiner des danseuses, mais aussi dessiner des repasseuses. Donc, c'est-à-dire ces femmes qui travaillaient à domicile essentiellement. Il fera beaucoup de lingères, des blanchiseuses, enfin voilà, ce type de métier-là. Donc, des métiers d'appoint dans les milieux ruraux, des travaux de femmes. Son premier biographe, Degas est mort en 1917, son premier biographe, Paul Lafont, était très clair. Les questions sociales ne l'intéressent absolument pas, le travail ne l'intéresse pas. Alors pourquoi s'être amusé à peindre? On a trouvé à peu près une trentaine de tableaux de repasseuses. Pourquoi s'être amusé à faire ça? Alors lui, ce qui l'intéresse, c'est pas du tout le travail, ça ne l'intéresse pas, encore une fois. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le mouvement, le geste. Alors la repasseuse dans des positions étranges. Là, c'est vraiment quelque chose de très esthétique. Là. Elle a les bras de cette manière-là. Ensuite, elle doit tenir un bras comme ceci. Donc, c'est la recherche du mouvement. Il ne le trouvera pas chez les repasseuses, il le trouvera finalement chez les danseuses. Mais on est dans la même recherche purement esthétique. Vous avez des tableaux qui restent quand même très intéressants. Hein. Si vous prenez ce tableau de 1886, les repasseuses, je vous dis, il en a fait une trentaine qui s'appelle les repasseuses. C'est son type de travailleur à lui. Ce qui est intéressant à noter, c'est que finalement, il ne dit rien du travail. Là, encore une fois, on se retourne vers son premier biographe. Il était d'avis que la peinture, en tant que peinture, n'avait rien à voir avec les revendications, les conflits, les soulèvements d'une caste ou d'une autre caste. Les questions de savoir si elles sont heureuses ou malheureuses, si elles souffrent ou si elles ne souffrent pas, si la condition du travail n'est pas son problème à lui. Son problème à lui, c'est qu'elle a une position étrange des mains. Elle a, alors vous voyez, elle tient une bouteille de vin rouge. On le voit, le cul de la bouteille est rouge. Donc elle tient une bouteille de vin, mais il n'y a aucun discours derrière. Hein. Lui, ce qui lui fait tenir une bouteille, parce que ça lui permet d'avoir un bras tordu dans telle position. C'est purement un esthète. Ce qui est intéressant, nous, on pourrait voir plein de choses, mais ça, c'est notre regard à nous. Vous pourriez y voir l'épuisement d'une femme qui travaille. Vous pourriez y voir l'alcoolisme.
On parlera de l'Assommoir de Zola plus tard. On pourrait y voir toute une série de choses. Le travail féminin, lui, il voit un mouvement de bras. C'est une autre façon de voir ces travailleuses qui s'expliquent en partie, notamment, par par son origine sociale. Alors, si on continue sur cela, donc on pourrait continuer sur l'idée, voilà, c'est quoi finalement un travailleur? Alors, je reviens sur l'article de Jean Dolan. Dans la fin de son article, l'ouvrier aux artistes, je vous m'excuserez, il imagine un dialogue, et il imagine un dialogue fictif, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de représentation de l'ouvrier? Il essaie de trouver une explication financière, mais c'est peut-être que ça ne se vend pas, parce que ce n'est pas un sujet qui est beau. Mais non, ça se vendrait, puisqu'on arrive bien à vendre des paysans. Et c'est vrai que jusque dans cette période-là, de 1849, le sujet principal, primordial, c'est essentiellement le paysan, avec vraiment un artiste qui symbolise tout ça, c'est Jean-François Millet, qui est, alors lui c'est l'école de Barbizon. Il représente essentiellement des sujets ruraux, des sujets agricoles, donc des travailleurs, hein, mais voilà, jusqu'en 1849, l'idée c'est que le travailleur est un paysan, ce n'est pas un ouvrier. Alors vous avez des représentations chez Famille des ouvrières, hein, je vous en montrer quelques-unes. Il y a également une dimension sociale, parce que finalement, nous aussi, on les voit comme un sujet très paisible. Hein. Ce sont des femmes qui glanent les quelques morceaux de blé qui sont tombés au sol, qui ont le droit de ramasser. Alors, ça ne se voit pas du tout avec la couleur, mais si vous regardez derrière si vous avez le voir tableau en vrai, derrière les meules de foin, vous avez une nuée d'oiseaux qui est en train de s'envoler, qui vont les glaner les petits morceaux de blé, exactement comme les jeunes filles. Il y a un petit message politique très léger. Hein. Elles sont obligées de se nourrir comme des petits oiseaux, comme des animaux sauvages. Hein. Mais voilà, même s'il y a un petit discours politique derrière, mais très léger, il est surtout connu pour ce genre de paysage assez, on va dire, assez éteint, assez morne, avec une femme paisible. Ce qui est assez surprenant chez ces femmes-là, donc là, c'est toutes les représentations des femmes en train de coudre, de repasser, de blanchir, très fréquemment, dans cette période-là. Elle n'exprime aucun sentiment. Sur elle, elle ne bouge pas ses yeux, on ne sait pas si elle est heureuse, si elle est malheureuse, elle n'a aucune expression. Donc là, vous la voyez travailler chez elle, elle s'occupe de la famille et en même temps, elle apprend à sa fille à faire du tricot, donc elle gagne sa vie ultérieurement. Et je m'arrêterai juste sur un tableau où on voit une femme en train de travailler, la femme au puits, et il dit en gros ce qui l'intéresse. Alors là, il écrit en 1862 à Théophile Théoré, qui est encore un grand critique d'art. Il lui dit, bon, j'ai eu dans la femme qui revient du puits, j'ai tâché qu'on ne puisse la prendre ni pour une porteuse d'eau, ni pour une servante, qu'elle vienne de puiser l'eau pour l'usage de sa maison, l'eau pour faire la soupe à son mari et à ses enfants. J'ai évité avec une espèce d'horreur, comme toujours, ce qui pourrait regarder vers le sentimental. J'ai voulu, au contraire, qu'elle accomplisse avec simplicité et bonhomie, sans le considérer comme une corvée, un acte qui est, avec les autres tâches du ménage, un travail de tous les jours. Je voudrais bien qu'on imagine la fraîcheur du puits. Ça, c'est sa préoccupation à lui. Une femme qui ne souffre pas. C'est un travail qui est irréel. Elle ne souffre pas, elle ne réfléchit pas. Il n'y a aucune réflexion sur le travail. Je fais la cuisine, je fais le ménage, je m'occupe des enfants, je vais à l'eau chercher de l'eau du puits. Elle n'en tire aucun enseignement. C'est tout ce visage complètement morne. Et encore une fois, son sujet à lui, c'est la fraîcheur de l'eau. Ce n'est pas la femme qui travaille. Et il le dit très clairement dans cette lettre. Même si il y a quand même une sensibilité qui est quand même un peu plus marquée chez lui que chez les autres, chez les précédents qu'on a pu étudier. Alors, dans les représentations du travail, donc il y a effectivement un travail essentiellement rural, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette lecture biblique ou mythologique du travail. Alors, on va essayer d'aborder ça. Alors, je vous ai parlé du prix de Rome. Hein. Le prix de Rome, c'est vraiment essentiel. Le prix de Rome, donc, qui n'existe pas qu'en France. Hein. Vous avez toute une variation, ça existe à peu près dans toute l'Europe. C'est Napoléon Bonaparte qui a exporté le prix de Rome un peu partout en Europe. Donc, par exemple, vous avez un prix de Rome aux Pays-Bas depuis 1806. Ça, c'est Louis Bonaparte qui l'a apporté. Vous avez un prix de Rome depuis 1830 en Belgique. Pas avant, parce que la Belgique n'existait pas. Mais voilà, le prix de Rome existe dans tous les pays européens. Donc, je vais surtout faire les prix de Rome en France pour des questions pratiques. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on retrouverait partout. Hein. Alors ici, vous avez le premier prix de Rome. Je me suis amusé à chercher le travail dans les prix de Rome de 1830 à 1930. Bon, on va commencer par 1830. Alors, il faut imaginer ce que c'est, hein, l'épreuve du prix de Rome. C'est une véritable épreuve physique.
Je vous conseille un jour d'aller visiter l'école des Beaux-Arts à Paris. Ils ont gardé quelques-unes des cellules dans lesquelles les étudiants travaillaient. Ils vivent là pendant quelques semaines. Ils ont le droit de manger et boire, hein, je vous rassure, mais ils vivent là et ils n'ont pas le droit d'avoir le moindre livre. Ils n'ont pas le droit d'avoir le moindre contact avec l'extérieur. On leur donne un sujet. Alors, le sujet en 1830, c'était Méléagre reprenant ses armes à la sollicitation de son épouse. Tout est dans la tête. Hein. Ils n'ont pas le droit d'avoir accès à un livre. Hein. Ils sont tous premiers à l'agrégation en 1830. C'est un épisode de la guerre de Troie qui est raconté par Homère. Donc voilà, c'est quelque chose, ils peuvent tout réciter. Ils ont lu par cœur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Ovide. Il y a quelques noms qu'ils doivent tous connaître. Et on leur dit, voilà, Méléagre qui reprend les armes. Et ils ont quelques semaines pour travailler ça. Donc, il faut une ébauche. S'ils ont été sélectionnés, ils ont le droit de continuer le tableau. S'ils n'ont pas été sélectionnés, on leur dit, bon, c'est bon, tu sors, c'est terminé. Et il y a un prix de rang. Donc, ça, c'est ce travail-là. Alors, si on regarde ici, bon, évidemment, il n'y a pas de travail. Alors, je me suis amusé à chercher. C'est assez simple à trouver, hein, je vous rassure. Mais donc, on est en sculpture, je vais vous dire, c'était Thésée et le Minotaure, par exemple, cette année-là. Donc, rien à voir avec le travail, sans s'en douter. Alors, je me suis amusé sur cette période-là d'un siècle à trouver les représentations du travail. Alors, il a fallu aller jusqu'en 1922. Donc, 1830, 1922, le travail n'existe pas. Vous avez la mythologie, Homère, Ovide, mais il n'y a pas de travail. Là, vous avez la première représentation du travail. Alors, c'est un peintre qui est un peu oublié, mais bon, qui est quand même assez connu des spécialistes, hein, qui est Pierre-Henri Ducos de la Haye. C'est un personnage qui est assez intéressant. Alors ici, vous avez un travail qui est très basé sur le rural. Le travail, c'est un travailleur rural. La fortune, l'abondance entend du sillon creusé par le laboureur. C'était le sujet de 1922. Et vous devez sortir un tableau à partir de cela. La deuxième référence au travail, alors il faut aller hors période, il faut aller 1938. C'est du travail, mais oui, bien, c'est du travail inspiré de la Bible. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'était la sujet pour 1938. C'est assez intéressant, on est en plein front populaire. Et ils ont à commenter un sujet certes sur le travail, mais par rapport à la Bible. Ça, c'est vraiment la représentation du travail. Pour un artiste, on rattache toujours le travail à la mythologie ou alors à la Bible. Là, vous avez exactement ça. Alors ici, vous avez un champ une forêt qui est défrichée pour être transformée en champ. Donc, une illustration de l'évangile. Personnage récurrent. Si vous demandez à un artiste du 19e siècle, début 19e, c'est quoi le travail pour toi? Alors, il vous dira d'abord un paysan. Et quand c'est un ouvrier, alors il prend un personnage en particulier, alors, qui est vraiment le symbole du travailleur au 19e siècle. C'est le personnage du forgeron. Le forgeron, c'est vraiment l'archétype du travailleur pour eux. Alors, on pourrait se demander pourquoi, hein, d'ailleurs, on va essayer de trouver la réponse ensemble, mais vous avez par exemple ce dessin de Eugène Delacroix, le forgeron. Vous avez Alfred Boucher. Alors, Alfred Boucher, personnage très important, c'était le professeur de Camille Claudel. C'est lui qui a dit à Camille Claudel, tu es doué, il faut que tu continues. Et le musée Camille Claudel, qui travaille sur les sculpteurs du travail, qui a fait cette exposition sur les sculpteurs du travail, en fait, au début, s'appelait le musée Alfred Boucher. Il a été débaptisé et appelé musée Camille Claudel parce que c'est plus porteur. Mais voilà, c'était vraiment le grand sculpteur du travail. Avec voilà, des tableaux comme ça, des sculptures comme ça, on en trouve des milliers, des milliers, des milliers. Alors la question, c'est pourquoi le forgeron? Pourquoi pas le mineur? Pourquoi le forgeron? Si vous avez bien compris la clé de lecture de ces artistes-là, c'est la mythologie ou la Bible. Donc eux, vous voyez un forgeron. Eux, ils voient Héphaïstos, que vous pouvez appeler Vulcain si vous préférez. Le dieu forgeron qui va forger les armes des dieux. C'est donc un Vulcain. D'ailleurs, si vous regardez, vous comparez, alors je n'ai pas pu tout mettre, mais vous comparez un tableau du XVIIe représentant Vulcain sur son enclume en train de forger les armes d'Achille, et vous prenez le dessin d'Eugène Delacroix, c'est la même chose. Vous avez exactement en fait des copies de tableaux mythologiques du XVIIe ou XVIIIe siècle. C'est exactement la même chose. Ici, il n'y a absolument aucune originalité. Mais on se raccroche, vous voyez, il y a un phénomène nouveau, l'apparition de la question du travail, l'apparition de l'industrialisation, et ils vont se raccrocher à ce qu'ils connaissent, la mythologie. Donc ils vont faire émerger cette sculpture d'Héphaïstos. Vous retrouvez, allez vous balader un jour à Paris, vous avez plein de sculptures qui revendent des ouvriers, ce sont toujours des forgerons. C'est pas un hasard, c'est pas un ouvrier réel, c'est pas un travail réel. Alors, par exemple, vous prenez Place de la Nation. Jules Dalou, qui était vraiment le grand sculpteur de la Troisième République, hein, il a inondé de sculptures la ville de Paris. Alors ici, Place de la Nation, le triomphe de la République, et juste en bas,
derrière les lions, vous avez un forgeron qui est en train de travailler sur son enclume. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment récurrent sur toute la période. Hein. Là, on fait surtout le 1800 jusqu'en 1849, mais vous retrouvez à ça sur toute la période. Donc ici, il faut absolument se rattacher à ce qu'on connaît. Et donc le forgeron qui est en train de forger la République, évidemment, mais qui est la première vraie représentation d'un ouvrier. Celui-là, il est un peu modernisé. Hein. Si on voit bien, il commence déjà à voir le tablier en cuir. On y a mis vraiment des costumes un peu plus adéquats pour la période, qui se veut très réaliste. Donc, on a une représentation mythologique. Alors, je ne vais pas vous assommer de noms de critiques d'art, hein, parce qu'il y en a des milliers, donc on va juste rester sur Théophile Thoré et sur Dolé. Alors, Thoré, il est intéressant parce que c'est vraiment le défenseur du réalisme. Hein, il se défend à Courbet, Millet, et puis c'est un grand républicain. Lui, il va demander, avec Dolan notamment, à ce qu'on forge un art nouveau, avec des sujets modernes. Attelez-vous au travail. Faut trouvez-nous quelqu'un qui représente l'ouvrier, le travail. Et il va dire c'est de l'art nouveau par la forme et par le fond qu'il nous faut. Et il va être très surpris en 1838. Alors, il y a une première institution à connaître pour le 19e siècle, c'est le prix de Rome. Et si vous n'avez pas réussi au prix de Rome, il y a une deuxième façon de réussir, c'est d'exposer au Salon de Paris. Quand on appelle ça le salon avec un S majuscule, c'est forcément le salon de Paris. Alors, il faut imaginer ce que c'est. Hein. C'est des gigantesques salles avec quasiment 5 à 6 000 tableaux exposés. Mais vraiment exposés pas comme dans les musées. Hein. Aujourd'hui, on espace les tableaux de 4-5 mètres. Ils sont vraiment collés les uns aux autres jusqu'au plafond. C'est vraiment un empilement de tableaux. Il faut réussir à se distinguer. Et Théophile Thoré a écrit un article sur le salon de 1838. Il a eu 2 surprises. Alors, la première surprise sur ce salon, où il voit un peu cette modernité apparaître, il y en a quand même un peu sur notre période. La première modernité, c'est d'abord, regardez qui a écrit qui a peint ce tableau en 1838. Elle est exposée au salon, c'est Rosine Parent. Première surprise, c'est une femme. Il va dire, voilà, il y a une révolution qui se passe en 1838. Une femme, beaucoup de femmes sont en train de peindre. Alors, c'est vrai que le salon de 1838, il est très connu pour cela. Il y a à peu près 150 femmes qui vont exposer lors de ce salon. On a un peu réécrit, simplifié l'histoire. Les femmes ont été écartées de l'art, c'est pas complètement faux. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Les historiens ont un peu réétudié cela. Il y a eu un petit âge d'or. Il se trouve que fin 18e jusque vers 1850, il y a eu énormément de femmes artistes. Vigée Lebrun qui peignait Marie-Antoinette pour le 18e, et puis ces femmes-là qui vont exposer au salon de 1838. Mais voilà, il y a eu un petit âge d'or, vraiment, il y a eu un art féminin. Et c'est pas un hasard. Hein. Est-ce que l'origine sociale des artistes explique l'absence de travail? Oui. Est-ce que c'est un hasard si c'est une femme qui représente le travail? Ce sont des femmes qui représentent le travail? Oui, c'est pas tout à fait anodin. Hein. Elles sont des outsiders, si on pouvait prendre ce terme. Elles doivent chercher des sujets nouveaux, des sujets abandonnés par les hommes. Et c'est très fréquent que donc dans cette période-là, ce soit des femmes, donc artistes mineurs entre guillemets, qui représentent un sujet mineur. Et donc ces femmes-là, elles vont représenter ce sujet moderne que Théodore Doré ou Jean Dolin appellent de leur vœu, c'est la forge, le travail, l'industrialisation. Alors là, on est dans un intérieur de forge qui est vraiment dans une petite forge, on va dire la proto-industrie. Hein. On est dans le travail qui est encore largement rural. Il n'y a pas de représentation au salon de 1838, vous n'avez aucune représentation de l'industrialisation moderne. Vous n'avez pas d'usine Schneider, de Creusot, enfin, il n'y a absolument rien. C'est vraiment ce genre de choses. Mais ça s'explique par le statut aussi de ces artistes-là. Elles doivent plaire à leur public, donc quelque chose qui est nouveau, mais qui se rattache au rural, et avec un sujet qui est abandonné par les hommes, qui sera le travail. Donc, il y en avait toute une série au salon 1838. Théophile Thoré dira qu'il a l'impression d'avoir vu que des tableaux d'industrie, de travail. Ce qui n'est pas complètement vrai, hein, je vous dis, hein, c'est quasiment 5000 tableaux. Enfin voilà, c'est la première fois qu'on a vu apparaître des représentations. Là, on avait fait la représentation mythologique, donc la forge de Vulcain, le forgeron de Vulcain. Le deuxième petit point sur lequel se raccrochent les artistes, c'est le point religieux. Donc une interprétation religieuse du travail. Alors là, si on fait les prix de Rome de sculpture, hein, parce qu'il y a prix de Rome de peinture, de sculpture, de gravure, de paysage historique. Donc si on fait juste le tour, alors là, il y a une absence totale de représentation du travail. Autant la peinture, c'est Nicolas Pierrot, le spécialiste de la question, qui l'écrit. Autant en peinture, on a quelques petits prémices. La sculpture, elle est complètement
en retard, elle ne reprend pas du tout le travail. Pourquoi? Tout simplement parce que la sculpture, pour vivre, a besoin des commandes publiques. Elle doit être exposée sur les places, les mairies. Et donc, il faut plaire à ses acheteurs. Hein. Autant je peux acheter un petit tableau pour mon salon, je ne peux pas acheter une statue en marbre pour mon salon. Donc, ils doivent aussi se plier à ça. Donc, dans la sculpture, il y a vraiment un très, très grand retard à ça. Le seul sujet, mais vraiment le seul sujet que j'ai trouvé qui pourrait se rattacher au travail dans la sculpture sur la période 1830-1930, c'est le prix de Rome de sculpture de 1892, dont le sujet était le premier labeur d'Adam. Adam a été chassé du paradis et la punition de Ève, c'est tu accoucheras dans la douleur, et la punition d'Adam, c'est tu devras travailler désormais pour avoir ta nourriture. Donc le travail, comme oui, c'est la problématique de départ, hein. La vision misérabiliste, la valeur travail. Là, on est complètement dans une vision où le travail est une punition, c'est une sanction. C'est misérable. Ici, on voit Adam qui n'a pas encore d'outils, qui est en train de gratter la terre avec ses doigts parce qu'il doit absolument planter sa nourriture. Donc là, on est vraiment dans une vision purement négative. Alors, Émile de Lépine, c'est un artiste que je connais juste parce qu'il est au musée de Vendôme, j'y suis allé récemment. C'est moi qui ai pris la photographie, parce qu'elle n'est pas très belle. Mais indépendamment de ça, voilà, il faut imaginer, hein, vous avez des centaines et des centaines de sculptures qui s'appellent Premier labeur d'Adam. Ça vient du prix de Rome à chaque fois. Donc voilà, une vision parmi d'autres. Là, vous en avez une deuxième. Alors, Hippolyte Lefebvre, c'est celui qui a gagné le prix de Rome. De Lépine est arrivé deuxième. Donc, vous voyez un Adam qui est en train de se plaindre. Oh, c'est trop dur de travailler. Donc, on est vraiment dans cette vision misérabiliste du travail. Alors, en même temps, c'est vrai qu'on est tenté de dire qu'il y a cette condamnation religieuse du travail. En même temps, il y a quelques petits renouveaux au XIXe siècle. Il ne faut pas tomber dans une vision qui est purement négative. C'est-à-dire imaginer que l'Église catholique a une vision purement négative du travail. Alors d'abord, il faut penser au versant non pas catholique, mais au versant protestant. Alors, je ne vais pas vous ressortir Max Weber avec l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Enfin, c'est quand même dans votre programme, c'est 1904. Et il dit que les protestants ont réhabilité, dans ce livre-là, il dit que les protestants ont réhabilité notamment l'idée de travail, l'idée de labeur, et il s'appuie sur ça sur l'Évangile, notamment avec cette phrase de saint Paul, deuxième épître aux Thessaliens, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Le travail est nécessaire. Et c'est très largement contesté, mais Max Weber, en 1904, va dire, mais en s'appuyant sur la Bible, les protestants ont pu avoir un discours différent. Mon problème n'est pas la thèse de Max Weber, mais on peut avoir une autre vision du travail uniquement en s'inspirant de la Bible. Pas juste prendre l'expulsion du paradis. Pour la petite anecdote, cette phrase-là a été reprise par Lénine en 1917 dans L'État et la Révolution. Celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Donc c'est une citation, vous voyez, qui peut avoir toute une série de relectures, de lectures. Alors une vision protestante. Alors là, vous avez un peintre, je n'ai pas trouvé pour le XXe siècle et le XIXe siècle, mais c'est pas très grave. Abraham van Berlen, qui est un peintre néerlandais, qui va peindre la Sainte Famille au travail. Un sujet qu'on n'est pas habitué avant d'avoir dans les musées français et pays catholiques, mais qui est plus fréquent dans les pays nordiques ou germaniques, où on voit une Sainte Famille au travail. Alors ici, on rappellera notamment que Joseph était charpentier. Une autre façon de réhabiliter le travail en utilisant le versant religieux. Alors encore une fois, je vais plutôt passer très très vite sur l'aspect négatif du travail chez les catholiques, vous connaissez assez bien, comme semble-t-il, pour revenir à cet aspect plus original. On voit ici Jésus, et on rappelle que dans la Bible, Jésus a aidé son père à travailler. La mère, la Vierge Marie, est en train de filer, elle est en train de faire des travaux de broderie. Donc c'est très fréquent dans ces peintures du nord de l'Europe. Si on devait faire une petite géographie, voilà, les pays catholiques plutôt négatifs, dans les pays protestants, dans la peinture, en tout cas, c'est vrai qu'on voit cet aspect plus positif. Et puis, cette valeur travail chez les catholiques, parce qu'il faut en trouver. Alors, j'ai pris un petit exemple, hein, mais j'aime bien cet exemple-là, ça vous permettra de faire des super week-ends à Paris en plus, pour des raisons de travail. Allez au premier Paris 14e, juste à côté de la tour Montparnasse. Vous allez voir Notre-Dame du Travail, c'est une église catholique qui a été construite entre 1897 et 1902. Alors, c'est une église qui est très, 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 très surprenante. Hein. Je vous conseille d'aller la voir une fois. On n'imagine pas ça, mais c'est surprenant. Vous voyez, elle ressemble un peu à une halle. Elle a une particularité, c'est qu'elle est faite entièrement avec une structure métallique. Alors, l'idée, elle est simple. Alors, qui a eu l'idée de faire cette église-là? C'est le père Soulange Baudin. Le père Soulange a une idée toute simple.
On a eu à l'approche des… Alors, il y a eu des expositions universelles, 1889. Il y a une nouvelle exposition universelle qui aura lieu en 1900. Et il dit, tous ces ouvriers qui bâtissent ces monuments temporaires, c'était gigantesque, les expositions temporaires, on construisait plein de bâtiments, on dirait, bon, c'est pas grave, on les redétruira plus tard. Vous en avez des témoignages, le petit palais, le grand palais, bon, finalement, ceux-là, on les a sauvés, mais ce sont des bâtiments qui étaient construits spécialement pour ça. Il y a des milliers d'ouvriers qui sont au travail, et il veut offrir une église à ces ouvriers des expositions universelles. Donc, un lieu où les ouvriers se sentiraient bien. Alors, il a commandé à un architecte, qui est Jules Astruc, une église qui ressemblerait à une usine. Donc, visuellement, il faut que l'usine ressemble à une usine. Donc, avec des structures métalliques, il faut que l'ouvrier se sente chez lui. C'est ce que dit le père Soulanges. Donc, une usine-église. Et on l'appellera Notre-Dame du Travail. Je vous montrerai à quoi ressemble Notre-Dame du Travail. Donc, d'abord, une structure métallique. Le matériau, il n'est pas anodin aussi. Il est fait à un matériau, alors, le métal, Gustave Eiffel, tout ça, bon, ça c'est autre chose. Mais il y a une idée spirituelle pour réhabiliter le travail, pour valoriser le travail de ces ouvriers. C'est uniquement du matériau de récupération, exclusivement du matériau de récupération. Pas uniquement pour des manières d'économie, mais pour une vision symbolique. Alors, par exemple, Pierre Soulanges va demander à ce qu'on récupère les pierres des abattoirs de Grenelle qui viennent d'être détruits. Il y a des ouvriers qui ont travaillé dans les abattoirs de Grenelle. Il faut que les ouvriers se sentent bien. Donc, les pierres sont celles des abattoirs de Grenelle. On doit construire le Grand Palais et le Petit Palais à Paris. Le problème, c'est qu'à l'emplacement, il y avait autre chose. Avant, c'était le Palais de l'Industrie. Et ça paraît complètement fou, mais en 1896, on détruit le Palais de l'Industrie pour construire à la place le Petit et le Grand Palais. Le Palais de l'Industrie détruit. Donc, les structures métalliques du Palais de l'Industrie vont être récupérées et ça va devenir l'ossature de Notre-Dame du Travail. Donc, vous voyez quel est le discours qu'il y a derrière. Nous prenons des lieux de travail et on va essayer de faire une nouvelle chose, un temple du travail. C'est un peu ce qu'il veut faire, ce père Soulanges. Alors, si vous allez à l'intérieur, il y a toute une iconographie, puisqu'on doit faire surtout l'histoire de l'art, c'est un peu de l'architecture, mais je vais surtout parler de peinture et de sculpture. Là, ici, vous avez toute une iconographie qui va tourner autour de Saint-Joseph. C'est toujours intéressant. Les églises en France, elles s'appellent toujours Notre-Dame. Notre-Dame de Matruc, mais c'est toujours Notre-Dame. Sauf dans les bassins industriels. Par exemple, à Roubaix, il y a une très belle église qui s'appelle Notre-Dame, l'église Saint-Joseph. C'est souvent dans les bassins industriels. Saint-Joseph, parce que Joseph, c'est le travailleur de la Bible. C'est le charpentier. Donc, il y aura toute une iconographie à l'intérieur autour de Saint-Joseph. Vous allez avoir, par exemple, alors, je vous parlerai après de cet artiste Joseph Huberti. Vous avez quelque chose qui est très intéressant, qui est très moderne. Alors ici, le père Joseph qui est charpentier, le fils qui est laide. Mais par contre, derrière, vous voyez, vous avez un échafaudage qui est extrêmement moderne avec des ouvriers de 1897. Alors, ouais, si vous allez au Canada, voilà, c'est surtout un artiste qui a immigré. Alors, il a fait la France, puis après, il est allé finalement, on ne sait pas pourquoi, hein, mais il a quitté la France finalement pour aller au Québec. Et il a fait ce genre de choses, surtout au Canada. Donc, il va faire une représentation de Joseph. Alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous savez, bon, vous le savez sûrement, mais quel jour on célèbre la Saint-Joseph? Le 1er mai. Ce n'est pas un hasard. Hein. L'Église va donner un patron au travail. 1886, on commence à avoir des revendications, enfin on parlera de cette grève de 1886, les syndicats ouvriers décident qu'en 1889, le jour du travail, la fête du travail sera le 1er mai. L'Église veut christianiser ça et elle va faire Saint-Joseph l'artisan, c'est comme ça qu'on le célèbre le 1er mai. Saint-Joseph l'artisan va être célébré le 1er mai. Ce n'est pas un hasard. Alors officiellement depuis 1955, mais c'est une pratique qui existe déjà depuis le 19e siècle. On va essayer de christianiser ces ouvriers qui sont concurrencés, enfin qui sont également très sollicités par les socialistes athées. Alors Joseph Hubert, il a fait également ce Saint-Éloi, patron des ouvriers métallurgistes. Vous voyez, on va trouver tous les patrons dont les ouvriers vont pouvoir trouver, sur lesquels les patrons vont pouvoir trouver un modèle. Alors pourquoi Saint-Éloi? Alors là, ce qui est raconté, c'est une légende. Alors là, il faudrait que tous les prix de Rome l'ont lu. Hein.
C'est la légende dorée de Jacques de Voragine, du XIIIe siècle. Vous avez cette histoire-là. Saint-Éloi était un orfèvre, et le roi Clotaire, vous voyez sur son trône, lui dit fais-moi un trône en or. Donc il est en train de montrer son travail, il est en train de fournir à Clotaire ce trône en or. Et comme il est honnête, on lui a donné trop d'or, il y a du surplus. Et avec l'or qu'il a en plus, il va en faire un deuxième. C'est pour ça qu'il est assis sur un trône et qu'il en offre un deuxième, pour lui montrer qu'il est honnête. Il deviendra finalement évêque de Noyon, et il va être donné en modèle pour les métallurgistes. On ne va pas tous les faire, tous les saints, mais c'est assez intéressant en termes d'iconographie, si vous allez vous prendre dans cette église 14e, avec par exemple Notre-Dame du Travail, au secours des affligés. Là, vous êtes derrière l'autel. Alors, c'est assez intéressant également, parce que là, vous avez deux personnages, je vous les mets en deux morceaux. Alors ici, si on regarde du côté gauche, vous avez les ouvriers, qui sont là, les travailleurs, et du côté droit, vous avez les sans-travail. On les appelle encore sans-travail, pas encore chômeurs, mais vous avez les chômeurs. Notre-Dame du Travail au milieu, qui accueille les chômeurs et qui accueille les travailleurs. Ils ne sont pas à n'importe quelle place. Dieu viendra un jour sur terre, il mettra à sa droite ceux qui iront au paradis et à sa gauche ceux qui iront en enfer. Donc vous mettez à la place de la Sainte Vierge, à gauche les chômeurs, à droite les travailleurs. Il y a toute une iconographie qui renvoie à la Bible, notamment cette statue-là. Oubliez immédiatement le nom de l'artiste. C'est un artiste local, il habitait dans le 14e arrondissement. Donc c'est un paroissien qui a fourni cette statue. Elle est gigantesque, elle fait 7 tonnes. Mais il l'a fourni, il a fait ça gratuitement parce qu'il habitait dans le quartier. Donc il est complètement inconnu, il n'a aucun intérêt d'un point de vue artistique. Mais ce qui est intéressant, c'est Notre-Dame du Travail qui est vénérée dans cette église, avec toute l'iconographie qui va avec. Alors si vous regardez sur ses genoux, la Sainte Vierge tient tout ce qu'il faut pour filer. Vous avez également un marteau qui est au pied de Jésus. Ici, vous avez une enclume, le forgeron. Vous avez ici, tout autour de la statue, une usine. Vous avez une brouette. Et vous avez toutes les formes de travail qui sont vénérées dans ce lieu-là. C'est l'église des ouvriers. Alors, j'ai développé à l'extrême ce cas-là parce que je trouve ça intéressant de prouver que le travail, même dans cette vision religieuse, n'est pas que négatif. Alors, le dernier personnage, parfaitement inconnu, là pour le coup, si vous ne connaissez pas les Jeunes de la Croix, là j'ai un peu honte. Si vous avez jamais entendu parler de Degas, Cézanne, bon, il faudra se remettre à jour. François Bonhomet, soyons clairs, personne ne le connaît, sauf vous parce que vous travaillez sur le travail. C'est le peintre du travail. Celui qui il faut bien trouver quelques pionniers, c'est lui qui, la première fois, a dit « Le sujet de ma vie, ce sera le travail » et il va essayer de réhabiliter la représentation du travail. Alors, François Bonhomet, il y a pas mal de livres qui ont été publiés sur lui, même s'il n'est pas très célèbre du grand public. Mais lui, il avait une question toute simple. Si la forge, il a parfois préoccupé, c'est par ses côtés purement pittoresques, par ses effets de lumière. Voilà, il se moque un peu de ses prédécesseurs qui ont représenté le travail. Alors là, il attaque clairement un peintre anglais, qui est White of Derby, la forge l'atelier du forgeron. C'est un peintre anglais qui s'est spécialisé dans les dessins de forge, mais enfin voilà, c'est ce qu'il dit. Là, il attaque directement ce tableau-là, en fait, dans cette citation. Il dit voilà, son sujet à lui, c'était pas le forgeron, c'était l'effet de lumière avec le feu qui éclaire dans l'obscurité. Moi, je veux le traiter de manière non anecdotique, et il va faire une première représentation réaliste du travail, de l'industrialisation. C'est un peintre qui commence à dessiner ça à partir de 1838, et vous avez toute une iconographie du monde du travail, des usines. Il a un grand projet. Au XVIIIe siècle, Joseph Vernet s'est amusé à peindre tous les ports de France. Moi, je veux peindre toutes les grandes usines de France, et c'est ce qu'il va faire. Alors, il a fait l'école des Beaux-Arts. Il a été un élève d'un grand peintre qui est Paul Delaroche, qui lui aussi plutôt a raccroché au romantique, il n'est pas tout à fait romantique. Donc un cursus qui est tout à fait classique. Normalement, il devrait être un peintre académique. Et il se trouve qu'il y a eu un tournant dans sa vie. C'était en 1836. C'est quelque chose qui est complètement lié au hasard, un peu comme Chassériau. Il tombe sur un paysage nouveau qu'il ne comprend pas. C'est une usine. Il va se promener dans les forges d'Abainville et il va voir cet enchaînement, cet amas d'ouvriers, ces usines, et il va donc se mettre à travailler. On sait comment ça s'est passé, cette rencontre, puisque c'est Alexandre Dumas père qui l'a raconté, puisque c'est un ami de François Bonhomet.
Donc, on va le lire ensemble. François Bonhomet a commencé à faire de la peinture comme tout le monde. Mais un jour, par accident, pendant un voyage en Belgique, il entra dans les forges de Philippeville. Là, il fut frappé tout à la fois par le mouvement, la vie, la lumière particulière à ces sortes d'établissements. En effet, les forges de Philippeville sont mues par des puissantes roues hydrauliques. Les machines à vapeur mettent en travail d'immenses laminoirs, des cannelures, des KGC, des rails incandescents, tout fabriqués. Il lui parut dès lors que ce côté de la lutte de l'homme contre la matière était trop négligé dans l'art. Et c'est lui qui va faire rentrer le travail dans l'art. Donc, votre sujet commence en 1836 par rapport à ça. Si on avait expliqué ce tableau-là, c'est très compliqué à faire, mais il y a énormément de choses, parce que ce n'est pas juste un aspect, vous pouvez le voir d'un aspect illustratif, hein, vous trouvez ça parfois dans les manuels scolaires, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Alors d'abord, ces forges d'Ablainville, c'est quelque chose qui est très nouveau, donc en fait, il va être invité par le patron de cette usine, oubliez son nom, il s'appelle Édouard Muel Doublat, c'est pas ce qui est important, mais il va être invité à assister au travail. Il va en faire des carnets, on a gardé 76 dessins de cette forge. C'est quelque chose qu'il veut faire, et ce qui est intéressant, c'est le format, qui est complètement allongé. Hein, il fait un aspect complètement panoramique, hein, oui, ça fait 1,50 m sur 50 de haut. C'est pas une déformation de mon image, hein, tous ces tableaux sont cette forme-là. Il veut tout représenter d'un coup, les différentes étapes du travail. Alors, ce qui est surprenant, c'est la précision documentaire. Tout est là en place. Si vous voulez savoir à quoi ressemble une roue hydraulique, elle ressemble à ça. Si vous voulez savoir à quoi ressemble le marteau pilon, ça ressemble à ça. Si vous voulez savoir à quoi ressemble le moteur vapeur type anglais, il est là. Est-ce qu'il était grand, petit, à quel endroit il se trouvait? Il y a d'abord une recherche quasiment archéologique. Vous voyez, ça se trouve là, à tel endroit, il faut bien représenter tous les boulons. Il y a quelque chose qui est un peu maniaque dans ce travail-là. Il veut absolument tout représenter. Alors, il représentera tout, hein, le travail des ouvriers, les costumes. Il va représenter l'école de l'usine. Il va représenter tous les différents bâtiments avec une recherche vraiment quasi photographique. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il peignait sur le motif. Sur le motif, c'est-à-dire, voilà, vous prenez votre chevalet, vous le mettez devant l'objet et vous le peignez. Normalement, au 19e siècle, on peint dans son atelier de mémoire. C'est vulgaire de représenter la réalité. Donc lui, il va se mettre devant. Ce n'est pas les impressionnistes avec Claude Monet qui vont commencer à aller dans les forêts pour les peindre. C'est lui. Hein. Et lui, il va peindre d'abord ce qu'il voit. Il va essayer de présenter ce tableau-là au salon. Donc il va être présenté au salon de 1838. Soyons clairs, il passe totalement inaperçu. Mais il va avoir quand même une renommée parce qu'il va être soutenu essentiellement par des ingénieurs. Il va être soutenu par les patrons qui voient l'intérêt de son travail. Donc, il servira à illustrer le travail à l'exposition universelle de 1855. La France a son bâtiment et elle va présenter ce tableau-là pour montrer le travail en France. C'est un tableau donc, qui est assez intéressant. Ce tableau, pourquoi est-ce qu'il a eu cette postérité? Parce qu'en fait, il a appartenu à quelqu'un que vous allez rencontrer dans votre programme, qui est Eugène Flachat, l'ingénieur qui a installé une machine à vapeur de 100 chevaux à Blainville. C'est lui qui en fait a amené les forges à l'anglaise en France. Et c'est lui qui a acheté ce tableau-là. Et c'est lui qui va le proposer à l'exposition universelle. Donc, vous voyez, c'est l'ingénieur qui a introduit, donc je vous redis son nom, c'est Eugène Flachat, c'est l'ingénieur qui a introduit les machines à vapeur de type anglais en France, qui voit l'intérêt de faire connaître, c'est presque un travail de propagande en fait, hein. C'est presque plus de l'art, là, c'est de la propagande. Il faut absolument que la France fait de cette manière-là, et donc il faut faire connaître l'industrie nouvelle de cette manière-là. Alors, il y a une troisième niveau de lecture, c'est dans l'accumulation des personnages. Alors, normalement, il y a toute une classification, mais là, on voit qu'ils sont tous sur le même plan, au même niveau. Il n'y en a aucun qui est plus haut que l'autre. Alors, ça correspond à ses idées politiques. C'est un homme qui est très engagé. Vous voyez, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des ingénieurs. Alors, je n'en ai plus mis. Il y a le maître des forges, mais ils sont tous là dans un aspect purement linéaire. Alors, ça correspond à ses idées politiques. Alors, d'abord, il est républicain. Il a combattu, il était dans les combats en 1848. Et puis, il est saint-simonien. Et vous avez ici un tableau saint-simonien. Les saint-simoniens, si on devait le résumer en 3-4 tirés, ils ont une foi dans le progrès. Ils ont une confiance aveugle dans la machine. Et ils pensent que le travail est libérateur. Si on résumait pour notre question ce qu'est le saint-simonisme, eh bien, vous avez ça en peinture. Le progrès, la machine, la confiance dans le travail libérateur. Et chez les saint-simoniens, il n'y a pas de question de hiérarchie entre les travailleurs. Chacun a sa fonction.
tu es contremaître parce que tu es plus doué sur ça, toi tu es ouvrier parce que tu es plus doué sur ça. L'ouvrier ne peut pas être contremaître, le contremaître est incapable de faire ce que fait l'ouvrier. Il n'y a pas de question de hiérarchie. Et ça se marque ici visuellement. Le contremaître est à égalité avec l'ouvrier. Le patron est au même niveau que le salarié. Donc, vous avez ici une vision saint-simonienne du travail, une idée égalitaire, donc une sorte de représentation qui n'est pas du tout hostile au travail, bien au contraire. Alors, le travail, indépendamment des milieux patronaux, pour être clair, il a été très très mal reçu. C'est pour ça qu'on ne connaît pas François Bonhomet aujourd'hui, hormis cas très particuliers. Vous avez vu dans quel musée il est conservé, hein, c'est le musée de l'histoire du fer. Enfin, là, c'est dans des musées très particuliers. Vous ne le trouvez pas à Orsay, par exemple. Ce sont des musées très particuliers. Parce qu'en fait, en 1836, pardon, on ne considère pas que c'est de l'art. Par exemple, lors des expositions universelles de 1855-1867, il n'est pas dans la salle consacrée aux beaux-arts, mais il est dans la salle intitulée Instruction publique. Ça a un intérêt éducatif, ça a un intérêt informatif, mais ce n'est pas de l'art, parce que ça ne rentre pas dans la hiérarchie des gens. Donc, on ne reconnaît pas sa valeur artistique. On considère que c'est un bon dessin d'architecte. Au mieux, un bon dessin d'architecte. Et ce n'est que ça. Il va faire en 1868 un recueil de gravures, alors ce qui s'appelle Les soldats de l'industrie, avec des typologies, le forgeron, le lamineur. D'un point de vue iconographique, c'est très intéressant. Ça s'intéresse à chacun des costumes, des outils. Il les représente de manière très maniaque, comme à chaque fois. Mais voilà, c'est une idéologie de l'exaltation du travail, des conquérants, vous voyez, les soldats du travail. Ça, c'est le titre de son recueil de 1868. Ça correspond à ce genre de choses, avec tel ouvrier dans telle position, avec tel costume. Voilà, il y a cette volonté de les montrer de manière très, très précise. Et puis voilà, si vous avez l'occasion de vous intéresser au travail de François Bonhomet, il va faire chacune des pièces, chacune des parties de l'usine. Par exemple, dans l'usine de Blainville, le patron avait déjà des idées un peu de paternalisme. Et puis, il va créer une cité ouvrière avec une école pour les enfants d'ouvriers. Et ça aussi, il va le dessiner avec l'idée que le travail est libérateur. Tu travailles, donc tu as droit à l'éducation. Ce n'est pas le travail contre l'éducation. Le travail va te permettre d'être éduqué. Donc, il y a ce travail, cette idée très saint-simonienne qui est derrière lui. Et puis, voilà, je vous en montre juste quelques-unes avec ce travail. Là, je ne vais pas vous en faire tout le commentaire. Et vous voyez, c'est là où on voit le travail de maniaque du personnage. Tout est au centimètre près. Hein. Il n'y a pas d'erreur d'échelle. Voilà, c'est vraiment son obsession à lui. Ouf. Et là, on a fait la première partie qui était, bon, il n'y a rien. On a commencé la deuxième partie, bon, il y a un petit peu. Je serai un peu plus à l'aise dans la troisième partie. Donc, dans la deuxième partie, donc ça y est, ça commence à arriver. Donc avec l'ouvrier qui commence à apparaître de plus en plus dans les salons, on commence à voir des paysages industriels, on commence à avoir des représentations des femmes au travail, des enfants au travail, même des migrants au travail. Donc on va essayer de voir ça avec toujours cette même tension entre travail misérabiliste et travail libérateur. Alors pourquoi 1849 ? Alors, vous allez me dire ça n'a rien à voir avec le travail et les travailleurs, mais tout commence de là, de ce tableau-là. La rupture, c'est bien vraiment 1849. Il y a ce tableau-là de Gustave Courbet, un enterrement à Ornans. Ornans, c'est à côté de Besançon. Excusez-moi, hein, je pars du principe que vous ne connaissez rien à l'histoire de l'art, donc je préfère vous le réexpliquer. Donc, un enterrement à Ornans. Alors, ce tableau-là, il a révolutionné l'histoire de la peinture au 19e. Parce qu'en fait, je vais le dire de manière simple, avec ce tableau-là, vous écrasez la hiérarchie des gens établie depuis le XVIIe siècle. Premièrement, vous avez un tableau gigantesque, 6 mètres sur 3, réservé à des gens humbles. Vous n'avez pas de motif. Alors, il y a une croix, hein, il y a quand même un peu quelques motivations religieuses, mais ce n'est pas un tableau d'histoire. Il réserve un format de tableau d'histoire à un sujet qui est juste des pauvres dans le village d'Ornans vont enterrer l'un des leurs. Et on leur offre le format de la peinture d'histoire. Deuxième chose qui est assez surprenante, c'est qu'il va peindre, il va demander aux habitants du village d'Ornans de poser pour lui. Et ils sont tous parfaitement identifiables. Alors, par exemple, ici, vous avez sa petite cousine. La petite fille qui est là, qui est en train de pleurer, c'est sa petite cousine qui va lui demander de poser. Ici, elle est juste là, c'est sa mère.
il va demander à l'épicier de… Voilà, chacun va jouer son propre rôle. Et puis, il y a aussi un petit côté, on va dire, un peu politique. Je vous rappelle qu'il a été condamné en 1870 à l'exil pour sa participation à la Commune. Et vous avez ici deux personnages qui ont un costume un peu étrange. Ils sont tous en noir, sauf eux qui sont en gris. En fait, ils sont habillés de manière complètement démodée. Là, on est en 1849, ils s'habillent encore comme en 1793. C'est les costumes de la Révolution. On s'habillait comme ça à l'époque de la Révolution. Et vous avez donc deux anciens révolutionnaires qui font face à l'Église, qui est juste en face. Le côté politique ne m'intéresse pas ici. Enfin voilà, vous avez un sujet qui va faire scandale. Lors du salon de 1849, il y a un avant, il y a un après, l'enterrement à Ornans. Même si aujourd'hui, ce tableau peut nous paraître complètement classique. Alors, en 1849, il prend en fait deux tableaux. Il présente l'enterrement à Ornans et il présente les casseurs de pierre. On peut appeler, ce sont en fait les premiers travailleurs vraiment modernes de notre période. Alors, je suis obligé de vous montrer une gravure parce que là, c'est la photo aux Anglais. Le tableau est exposé dans un musée à Dresde. Et dans les bombardements de Dresde, le musée a flambé. Et donc, le tableau a disparu. On n'a plus que des traces par des gravures, mais le tableau a brûlé lors des bombardements de Dresde. Donc, Courbet va présenter ces classeurs de pierre, qui est complètement moderne. Donc, c'est vrai qu'on a du mal, parce que pour nous, c'est quasiment tous la même chose, mais il faut comprendre la modernité de ce tableau-là. Alors, d'abord, parce que c'est la première fois qu'on voit des ouvriers qui souffrent. C'est rare, les ouvriers qui souffrent dans la peinture au 19e, et jusqu'en 1930 d'ailleurs. Ça apparaîtra un peu avec les communistes et la peinture communiste et tout ça, mais un ouvrier ne souffre pas, il n'y a pas de sentiment. Rappelez-vous de Millet. Là, on voit un ouvrier qui est courbé. En fait, c'est presque, voilà ce qui t'attend. Vous avez un jeune garçon et vous avez un vieillard. Il n'attend rien. Tu as 10 ans, 12 ans, 15 ans, à 60 ans, tu seras encore là. Il n'a aucun espoir d'évolution sociale. On le voit se courber, se voûter. On voit le garçon qui souffre avec cette cambrure. Donc, c'est la première fois qu'on voit des ouvriers en train de souffrir. Deuxième chose, on voit aussi la disparition d'un monde. Ce sont a priori des personnes issues du monde rural, mais ils sont en train de détruire leur propre monde. Ils sont en train, alors on ne sait pas trop pourquoi ils cassent des pierres. Est-ce que c'est pour faire du ballast pour les chemins de fer? Est-ce que c'est pour faire une route? Mais en tout cas, ils sont en train de, eux, les deux personnages issus du monde rural, sont en train de donner naissance à leur mort. Ils sont en train de donner naissance au nouveau monde qui va apparaître. Alors lui va faire rentrer les ouvriers dans l'histoire. Il avait déjà tenté deux, trois petites choses. Je vous signale juste pour ce tableau-là, il n'y a pas grand-chose à en dire, à part que ça représente un cheminot. Il avait déjà fait deux, trois petites tentatives. Mais voilà, c'est pas un sujet. Les ouvriers, c'est pas le sujet de Courbet. Enfin voilà, c'est quelque chose qui vient assez régulièrement chez lui, avec toujours un ouvrier fatigué, un ouvrier qui se veut un peu plus réel que les autres. C'est vrai qu'il n'y a rien de mythologique dans ce cheminot. Il n'y a rien de mythologique dans les casseurs de pierre. C'est un ouvrier de chair et de sang en train de souffrir, un ouvrier fatigué, un ouvrier courbé. C'est ça qui est intéressant dans ce sujet-là. Le sujet des casseurs de pierre, d'ailleurs, va avoir un grand succès. C'est pour ça que ce sujet-là, oui, il y a différentes figures qui vont apparaître. Le forgeron, le casseur de pierre. On verra après le mineur, le cheminot. Enfin, voilà, il y a toute une série de personnages qui prennent la place. 1849, jusqu'à 1860, globalement, c'est le casseur de pierre. C'est la question des artistes, c'est toujours qui est le meilleur. Gustave Courbet en a fait un, donc je vais en faire un qui est encore meilleur. Et je ferai encore mieux. Regardez le nombre de fois qu'on a peint le déjeuner sur l'herbe. Vous en avez des centaines de déjeuners sur l'herbe. Si toi tu l'as fait comme ça, moi je le ferai différemment pour montrer que je suis meilleur. Alors là, je vous ai choisi deux artistes anglais. Alors parfois de manière complètement surprenante. Ici, vous avez un artiste qui est plutôt misérabiliste, avec un ouvrier épuisé parce qu'il a passé sa journée à casser des pierres. Je vous dispense de leur biographie, mais parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse ici. Et puis vous avez un pré-raphaélite, toujours avec des couleurs très extravagantes. On dirait presque là, par contre, il est au paradis. C'est très gênant. Il faut comprendre les peintures pré-raphaélites, parce que aujourd'hui, ça me paraît complètement ridicule. Ça l'est, mais il faut comprendre leur époque. Eux, ils sont en concurrence avec l'appareil photo. Et quel est l'avantage de la peinture par rapport à l'appareil photo? C'est la couleur. L'idée des pré-raphaélites, c'est pour ça que ces tableaux ont l'air très kitsch. Et eux, ils ne voient pas ça comme kitsch. Ils se disent, mais à quoi sert un portrait? Puisqu'on a inventé la photographie, la peinture est morte. C'est Paul Delaroche qui le dit en 1837, la peinture est morte puisqu'on a inventé l'appareil photo. Donc lui, il va inventer la couleur uniquement pour essayer de concurrencer et de justifier son existence par rapport à l'appareil photo. Mais hormis le côté très kitsch de leur inventation, d'ailleurs encore un ouvrier qui casse des pierres,
et puis on quince encore des pierres avec notre Armand Guillaumin, qu'on reverra encore une ou deux fois, jusqu'en 1890. Tout ça pour montrer que vraiment c'est le tableau qui marque vraiment la rupture dans la représentation du travail dans l'art. Alors, si on regarde les grands débats de cette époque-là, il y a différentes positions. Là, par exemple, je vous ai choisi Théophile Gautier. En fait, on se bat dans deux représentations. Alors, la première idée, c'est l'idée de l'art pour l'art. Est-ce que l'art doit avoir une fonction? Alors, vous avez Théophile Gautier qui va théoriser ça en 1834 dans la préface à Mademoiselle Maupin. À quoi bon la musique, à quoi bon la peinture, qui aurait la folie de préférer Mozart à Monsieur Carrel et Michel-Ange à l'inventeur de la moutarde blanche. Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile est laid. Donc là, condamnation des peintures de François Bonhomé, par exemple. Ça, c'est la position de Théophile Gautier, tout ce courant-là, l'art pour l'art. De l'autre côté, vous avez un autre personnage qui doit apparaître, parce qu'il a écrit des textes sur l'art et la représentation de l'art, l'utilité de l'art. C'est Proudhon, qui n'est pas tout à fait anarchiste. Hein. Les anarchistes, c'est pas tout à fait ça, mais enfin voilà, qui est libertaire, on va dire. Proudhon, qui était un ami de Gustave Courbet. Vous avez plusieurs portraits de Proudhon par Gustave Courbet, donc un des grands leaders socialistes, qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire de l'art par ses relations avec les artistes, mais aussi parce qu'il, lui, au contraire, va définir l'art social. L'art social, c'est-à-dire l'art doit avoir une utilité sociale. La peinture n'est pas là que pour être décorative. Elle a forcément une fonction. C'est ce que diront également les Saint-Simoniens. C'est également ce que diront les positivistes d'Auguste Comte. La peinture a une fonction. Elle doit éduquer les masses, elle doit faire avancer l'histoire en présentant des idées. L'art ne s'est occupé jusqu'à présent que des dieux, des héros et des saints. Il est grand temps qu'il s'occupe des simples mortels. Et c'est Proudhon qui l'écrit dans Du principe de l'art et de sa destination sociale. Donc voilà, mettre fin à cette première partie qu'on vient d'étudier et proposer des sujets vivants, contemporains, pour prendre la terminologie de l'époque, moderne. Donc la personnalité moderne, évidemment, ce sera le travailleur et de plus en plus l'ouvrier. Il y a un tableau qui est très connu. Donc entre cet art pour l'art et l'art social, il y a un tableau qui est très connu en France. Nous, on connaît surtout le casseur de pierre, mais c'est un tableau qui est intéressant parce qu'il est surtout connu dans les pays de l'art germanique et d'Europe du Nord. C'est un tableau de Karl Hübner, qui est un des représentants de l'école de Düsseldorf, qui a peint ce tableau-là, Les Tisserands silésiens, qui est un tableau très très connu, 1844, puisqu'il est rentré dans l'histoire grâce à Friedrich Engels. Engels lui a consacré un petit article qui s'appelle Rapide progrès du communisme en Allemagne en 1844, où il dit voilà, ça c'est le genre de peinture que nous voulons voir, puisqu'on y voit en fait la lutte des classes. D'un côté, vous avez à gauche un riche commerçant qui refuse d'acheter le travail des tisserands qui vont mourir de faim, puisqu'il y a un rapport de force qui s'est établi. Vous avez le monsieur qui est très à gauche, qui est très bien habillé, qui est arrogant. Et vous avez les scènes de désespoir chez les tisserands. Vous avez également la mort, c'est aussi comme ça qu'il interprète ce tableau, la mort de la proto-industrie et qui va être remplacée par un capitalisme moderne. Et Friedrich Engels va dire, permettez à cette occasion de mentionner un tableau de l'un des meilleurs peintres allemands, Hübner, qui a fait une agitation socialiste plus efficace que son brochure aurait pu le faire. Il présente des tisserands silésiens apportant du tissu de lin aux fabricants. Et il montre donc ce rapport de lutte de classe qu'on commence également à voir apparaître. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même période. Hein. En Allemagne, on pourrait le dater de 1844 avec ce tableau-là. En France, de 1849 avec Courbet. Mais globalement, le tournant se fait dans cette décennie et dans ce milieu de décennie. Alors, à partir de là, vous m'excuserez, hein, il y a des parties, je vais aller un peu plus vite, ce sera un peu plus déséquilibré, mais voilà, il y a des parties où ça vous intéressera un peu moins, dans un objectif très utilitaire de votre concours. Alors, vous avez donc des choses nouvelles qui apparaissent, qui étaient tout à fait impossibles. Je vais expliquer l'impossibilité dans la première période d'un paysage industriel. Les paysages industriels entrent enfin au salon. Alors, vous avez différentes choses. Hein. Vous avez notamment, alors si on prend un peu dans le désordre, hein, si je peux vous donner quelques pistes, vous avez notamment ce monsieur qui est Julien Turgan, qui a un grand projet. Alors, Julien Turgan, c'est un Français. Il a un grand projet. Il a été admiratif des planches et des gravures de l'encyclopédie Diderot, notamment les planches sur la manufacture, sur les outils. Et il a un grand rêve, c'est parfaire et moderniser l'encyclopédie Diderot sur cet aspect-là. Et donc, il va faire une analyse et une description systématique de toutes les grandes usines de France.
les grandes usines industrielles en France et à l'étranger. C'est une bible absolue sur l'iconographie. Vous avez toute la moindre petite usine en Ardèche a été dessinée et représentée et gravée. Vous êtes intéressé par l'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais, l'industrie dans l'Est de la France. Vous avez toutes les grandes usines qui sont, enfin, vous voyez, ce qu'il appelle grandes usines, c'est-à-dire les usines modernes, hein, pas la proto-industrie, pas les ateliers ruraux, mais vraiment tout ce qui est moderne. Alors, je vous en ai mis une, hein, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas ce qui est le plus intéressant ici. Mais oui, il commence à forger ça. Il faut vraiment les recenser systématiquement. Là, on est plus dans la démarche de Bonomé, où on est entre l'art et la conviction politique. Mais voilà, vous avez quand même ce genre de choses. Plus ésotérique, alors, je ne cherche pas forcément à vous donner un tableau vraiment de la période, parce que je ne suis pas sûr que ce soit très utile pour vous. Je vous montre une vieille usine de Durham. Donc là, on va faire un petit saut chronologique, mais si par exemple vous allez voir Kupka, alors Kupka, il est intéressant parce qu'il est considéré comme un des inventeurs de l'art abstrait. C'est aussi intéressant de savoir pourquoi il dessine ce genre de choses. Il va peindre des cheminées. Alors, c'est pas moi qui ai fait la coupe, hein, le tableau ressemble à ça. Vous avez 2 cheminées sur un ciel. Lui, encore une fois, il faut comprendre, hein, il va inventer l'abstraction quelques années plus tard avec Kandinsky et d'autres, hein, mais il va commencer à faire des traits partout sur un fond blanc. Il va commencer par trouver cette abstraction justement sur les usines. C'est une démarche qui serait là pour le coup purement, on va dire purement esthétique. Turgan, c'est vraiment le côté encyclopédique. Là, vous avez dans le côté qui est purement une recherche esthétique. Si on va voir Jean-Émile Laboureur, alors lui, je vous l'ai choisi parce qu'il est de Nantes, c'est un Nantais. Du côté de Laboureur, là, vous avez au contraire un côté vraiment témoigné des évolutions d'une époque, donc les usines. Bon, ce n'est pas identifié, je ne sais pas, je doute que ce soit du côté de Nantes, mais enfin, pourquoi pas. De toute façon, c'est un paysage qui est largement fantasmé et il n'est pas identifié. Mais voilà, l'idée, c'est de témoigner de ce qui se passe. Et donc, on voit bien que désormais, ces paysages industriels, de Turgan jusqu'à Laboureur, ne cessent d'apparaître. Alors, moi, j'ai surtout m'arrêté à un groupe. Là, je peux m'amuser à vous aligner des centaines de noms de paysages industriels. Sur cette période-là, vous en avez vraiment beaucoup. Je vais juste m'arrêter à un groupe d'artistes qui sont vraiment les plus connus. Ça vous évitera de mémoriser par cœur des noms de sombres inconnus. On va juste parler des impressionnistes, des paysages industriels chez les impressionnistes. Alors, les paysages industriels, les paysages impressionnistes, ça commence avec ce tableau-là. Bon, on les appelle impressionnistes parce qu'en 1873, Claude Monet peint Impression soleil couchant. Donc, c'est d'où le mot de impressionniste. Alors, on appelle ça impressionniste parce que les impressionnistes refusent de dessiner clairement ce qu'il y a, ils battent juste quelques impressions. Ils vont se battre entre qu'est-ce qui est le plus important, est-ce que c'est la couleur ou est-ce que c'est le dessin. Ça, c'est vraiment un débat d'artistes, je n'en parle pas aujourd'hui. Mais voilà, on peut le voir de ce niveau-là, voilà, côté esthétique. On peut voir aussi le sujet, on n'en parle jamais du sujet, on voit toujours le soleil couchant. Mais c'est le port du Havre. 1873, il peint 2 tableaux. Alors, il va les peindre ensemble. Alors, il peint également l'entrée du port du Havre, c'est la même année. Alors, 2 jours et 2 nuits, au soleil couchant et à la lumière du jour. Il peint quand même 2 ports industriels. Et il va les exposer, la première exposition des impressionnistes en 1874. Donc, il faut imaginer cette première exposition des impressionnistes. Impressionniste, vous voyez, ça évoque pour moi les nénuphars de Monet, vous voyez, c'est les petites scènes à la plage, vous voyez, c'est quelque chose qui est un peu les vacances, hein, c'est quand on vous présente dans les musées les impressionnistes. Mais quand on prend cette première exposition en 1874, oui, il y a des scènes de plage, oui, il y avait pas encore les nénuphars, mais voilà, vous avez des plantes vertes, des choses comme ça. Mais il y a aussi des sujets qui sont vraiment plus dans le temps, plus modernes, plus dans notre optique. Vous avez des paysages de ports industriels. Il n'y a pas grand-chose en dire, hein, c'est purement descriptif. Enfin voilà, on voit quand même quelques bâtiments, on voit quelques fumées qui sont en train de sortir au fond. Voilà, c'est bien un paysage industriel. C'est également à cette première exposition de 1874 que Armand Guillaumin va présenter ses soleils couchants à Ivry, où là, pour le coup, on a vraiment les tanneries et tout ça. Donc, vous voyez, ça donne une autre impression une autre vision des impressionnistes. C'est pas juste les impressionnistes qui s'intéressent aux jeunes femmes qui vont se baigner, qui découvrent la plage. La moitié des tableaux sont des paysages modernes et des paysages d'industrie. Or, nous, ça ne correspond plus à nos goûts à nous en 2020, donc ils ont été gommés des musées. Mais c'est ça, les impressionnistes au départ. Hein. Ce n'est pas que c'est la modernité. La modernité technique, mais c'est aussi la modernité des sujets. Alors, pour la petite histoire, Armand Guillaumin, si vous êtes dans un musée,
Celui-là, vous ne le voyez jamais. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il soit exposé d'ailleurs à Orsay, il doit être dans les réserves. Guillaumin, il est surtout connu pour des paysages dans la Creuse. Il a passé le reste de sa vie dans la Creuse, donc il peint les rochers dans la Creuse, et voilà, il a fait ça à la fin de sa vie. Dans les musées, vous ne voyez que des paysages de la Creuse. Guillaumin, c'est aussi les paysages industriels, parce que d'accord, il va vivre dans la Creuse la deuxième partie de sa vie, mais il a d'abord vécu dans la banlieue parisienne, et il peint la banlieue, et ce que va être la couronne parisienne. Donc voilà, c'est quelques exemples parmi d'autres. Toujours la même exposition hein, de 1874. Claude Monet va peindre des déchargeurs de charbon à Clichy, Clichy-la-Garenne. Vous êtes encore en banlieue parisienne. Alors là, c'est vraiment un sujet qui va apparaître assez fréquemment. Il y a deux grands peintres qui vont s'affronter sur les chargeurs. On les appelle les coltineurs, ceux qui se coltinent le charbon sur le dos. Donc là, vous avez ici les péniches sur la Seine avec le flux incessant d'ouvriers qui transportent à dos d'hommes les cargaisons de charbon. Il y a un deuxième peintre qui les a illustrés un peu plus tard, qui était Henri Gervex, le coltineur de charbon. Ça devient aussi un personnage de cette modernité. Alors avec deux visions complètement différentes. Gervex, lui, c'est des sujets plus académiques. Gervex, c'est plutôt académique. Donc lui, il va faire un coltineur, vous voyez, qui est presque en héros. Il se tient droit. On est presque face à un dieu grec. Hein, c'est presque Prométhée, vous voyez, par sa musculature. Chez Monet, voilà, c'est plus documentaire. On ne voit pas leur visage, c'est des taches. Ce qui l'intéresse plutôt, c'est le flux. C'est une autre façon de le traiter, une façon académique et une façon plus moderne. Après, il y a la question de lequel vous préférez. Moi, je préfère le deuxième. Mais enfin, voilà, ça, c'est autre chose. Mais voilà, si on regarde en termes de modernité, qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui change, voilà, c'est quelque chose qui illustre un peu la modernité, la popularité d'un thème dans ces années 1880, 1849, 1880. Alors, vous avez enfin des personnages. C'est surtout cette partie-là, si vous me permettrez, que je vais développer. Je pense que vous avez largement ce qu'il vous faut pour les paysages industriels. On ne va pas y passer de la nuit. Même si on pourrait. Il y a des personnages qui apparaissent. C'est vrai qu'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes pendant cette première période, jusqu'en 1849. Et vous avez des personnages nouveaux qui apparaissent dans les représentations du travail. Alors ça se voit aussi. Il y a encore un romantique qui s'intéresse au travail. Après tout, si vous regardez Les Misérables de Victor Hugo, c'est 1862. Fantine abandonne Cosette parce qu'elle doit travailler dans un atelier, une manufacture, celle de Jean Valjean. Si vous lisez le livre, elle doit faire des pièces de jet, c'est-à-dire des pierres noires qui étaient très à la mode au Second Empire. Et il écrit également des poésies, comme Mélancolia, c'est dans les Contemplations, 1856. Et où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit, c'est de vous être pensif que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules, ils s'en vont travailler 15 heures sous les meules, ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement, accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, innocent dans un bagne, ange dans un fer, il travaille. Bon, vous avez déjà l'accusation, enfin la critique du machinisme qu'on trouverait chez Michelet, qu'on trouverait chez Taine, qu'on retrouverait chez Victor Hugo. Vous avez également la condamnation du travail des enfants. Et chez les peintres, dans la suite de la littérature, vous allez avoir des représentations, enfin, des représentations d'enfants. Là, encore une fois, je n'ai pas forcément cherché à les faire cadrer dans la période chronologique. Ça apparaît dans cette période-là, on en verra toute une série. Là, j'ai surtout essayé de combler une petite lacune qui est que vous n'allez rien trouver sur l'Espagne, qui est dans votre programme. Donc, je me suis obligé un petit peu à chercher 2-3 petits tableaux espagnols. Ça me permettra de mettre un petit exemple sur l'Espagne, ça fait toujours plaisir. Alors, ce tableau-là de Joan Planella, qui est un des représentants de ce qu'on appelle le réalisme social espagnol. Le réalisme, c'est le mouvement initié par Courbet. Vous avez c'est des ramifications dans tous les pays d'Europe. Et vous allez avoir c'est très intéressant le réalisme espagnol parce que c'est un pays qui est très en retard sur son industrialisation, essentiellement de l'industrie textile dans la région de Barcelone, c'est ce qui est représenté ici. C'est essentiellement ça qui fait la richesse de l'Espagne. Après, vous avez un peu de métallurgie qui va apparaître dans le Pays Basque, mais c'est une industrialisation qui est plus tardive. Le tableau a 2 titres. Alors, il y a le titre qu'il va prendre officiellement en 1885. Il y a plusieurs versions. Le premier était fait en 1883. Donc, la première s'appellera la petite ouvrière, la Niña Obrera. Et puis, le premier titre qui lui avait été donné, finalement, Flanell a trouvé que ça faisait un peu trop. C'était « Tu mangeras le pain à la sueur de ton front ». Citation de la Bible.
donc le travail-punition. Encore une fois, hein, cette tension entre travail-punition et travail libérateur. Là, on est complètement dans une lecture, parce que c'est vrai que quand on regarde ce tableau, il est très gênant. D'abord, on ne sait pas très bien si vous enlevez le titre, et on ne sait pas très bien quel est le message qu'on veut faire passer. Si vous regardez la jeune fille, on peut avoir tout un débat, hein, mais elle est plutôt bien habillée, elle n'a pas l'air misérable, elle a une belle coiffure, elle a une tresse qui est très bien faite. Elle est en train de travailler, mais enfin voilà, elle n'est pas spécialement malheureuse, elle n'exprime pas de sentiments. C'est vrai qu'on ne sait pas s'il est pour ou contre, s'il condamne ou pas. Et finalement, si on ne savait pas que le premier titre original était Tu mangeras le pain à la sueur de ton front, on ne sait pas du tout quel était le message. Il faut juste savoir que dans une lettre, il dit j'ai pensé à ce titre-là, finalement j'ai changé. Et vous avez une nouvelle clé de lecture. On est bien dans le réalisme social. Donc là, c'est un tableau qui a un succès gigantesque en Espagne, complètement inconnu dans la francophone, mais très connu en Espagne, puisqu'en fait, c'est avec ce tableau-là c'est ce tableau-là qu'il va présenter à l'exposition universelle de Barcelone en 1888. Il va être récompensé dans cette exposition. Et ce tableau-là va faire un voyage. Hein. Il ira en Allemagne, il ira aux Pays-Bas, il ira en Belgique, il ira aux États-Unis. Et il va essayer d'exporter ce tableau-là un peu partout pour sa carrière à lui. Ce qui est intéressant, voilà, ce qu'elle essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y a quelque chose d'ambigu dans ce message-là. Alors c'est vrai que lui, son message, il est clair, cette pauvre fille souffre. Mais finalement, ce tableau-là, il faut comprendre, il a été primé dans une exposition universelle. Il a eu une carrière internationale. Il a été acheté pour un musée. C'est un tableau qui finalement peut être lu à deux échelles. Alors, dans son esprit à lui, oui, il condamne le travail des ouvrières. Alors, pour une raison très simple, c'est qu'en 1873, vous avez la loi Benot, Benot, si vous le dites en espagnol, donc B-O-N-O-T. C'est la première loi sur le travail des enfants. Là aussi, les Espagnols sont très en retard. Les grandes lois sur le travail des enfants en France et en Grande-Bretagne, c'est 1841-1842. En Espagne, c'est 1873 avec cette loi Benot. Je vais le dire à la française, c'est plus simple, avec cette loi Benot. Donc c'est un sujet d'actualité, si vous voulez bien. Là, la fortune de Barcelone, c'est le travail textile, donc grosse pourvoyeuse de petits-enfants, de petites ouvrières. Et on commence à interdire le travail des enfants. Donc c'est une préoccupation des Barcelonais et des gens qui vivent de cette industrie. Et donc voilà, qu'est-ce qu'ils essayent de montrer de cette manière-là? Finalement, c'est une fille qui est plutôt bien habillée. Elle a une description de la machine, parce qu'on peut aussi le voir. Finalement, qu'est-ce qui la fascine le plus? Est-ce que c'est la machine ou est-ce que c'est la jeune fille? Et il va être finalement détourné de sa vocation première et proposer un modèle de l'industrie textile barcelonaise. Puisque finalement, les patrons qui l'achètent et le gouvernement qui le met en valeur, il va dire, bon, mais finalement, puisque tu n'as pas mis le bon titre, ce n'est qu'une petite ouvrière. Et la petite ouvrière, elle est heureuse, elle est une jolie couette. Elle a un patron qui est derrière, qui a un regard bienveillant. Parce que vous l'avez vu, le tableau est très sombre, mais il y a un monsieur qui la surveille. Il est en train de lui apprendre, c'est presque une apprentie, c'est la valeur travail, hein, tu apprendras des choses, et il va être proposé avec un autre discours. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui condamne le travail des enfants, mais qui va être détourné de son discours initial, uniquement parce qu'il y a des petites ambivalences. Alors, les Espagnols ont un nom. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher ça, parce que pourtant, j'ai appris l'espagnol. Alors, c'est le costumbrismo. Alors, je vais vous le dire, je lui dis que ce sera plus simple, j'aurais dû l'écrire en fait. Parce que je vais la prochaine. Si. Je me doutais bien que j'allais écorcher le nom. Le costumbrismo, c'est-à-dire, c'est un type artistique espagnol. Il n'y a pas forcément un message dans cette peinture-là, c'est ce que ça veut dire. Hein. Je peins les coutumes que je vois. Je ne suis ni pour ou contre la tauromachie, ça existe, je la peins. Je ne suis ni pour ou contre le travail des enfants, je le peins. Et les Espagnols ont ce mot-là très bien pour décrire ça. Il y a beaucoup de peintres, hein, il ne faut parfois pas forcément chercher le message. Alors là, par exemple, je vais regarder 2-3 petits tableaux de Planègue. La sieste de l'ouvrier. Quel message en tirer? Vous pouvez en tirer le message. Alors lui, il était très socialisant, donc le travail harassant avec un ouvrier qui est épuisé. Vous pouvez l'interpréter d'une autre manière, hein, c'est ça le costumbrisme. C'est une famille heureuse. Il se repose, c'est le repos du guerrier après avoir vidé sa croûte. Ensuite, vous avez un incident de grève. Alors là, je n'ai pas trouvé l'explication de ce tableau-là. Où effectivement, on voit deux jeunes enfants en train de pleurer. Ce sont des personnages qui apparaissent fréquemment dans les tableaux de Planègue. Là, pour le coup, on voit bien que les enfants sont malheureux. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Probablement que cette jeune femme et les jeunes filles sont chassées par des ouvriers parce qu'elles refusent de se mettre en grève. Donc, elle est traitée de prise de grève et donc on la chasse
de manière assez violente de l'usine. Enfin voilà, on peut les détourner, ce genre de tableau-là. On peut changer de message. Autre artiste, là encore une fois, j'ai surtout pris les Espagnols. Complètement oubliés en France, mais voilà, ce sont des grands artistes. Alors Santiago Rossignol, avec le forgeron, bon, je ne comprends pas encore pourquoi le forgeron. Lui, c'est un enfant, si vous regardez, c'est un apprenti. Lui, Rossignol, alors c'est vraiment le grand artiste espagnol de cette période. Il a fondé à Barcelone un espèce de bistrot, de café qui s'appelait les Quatre Chats, en référence au chat noir qui était à Paris, qui était fréquenté en fait par toute l'élite artistique de l'époque, notamment Picasso. Et je vous ai mis ici un portrait de Rossignol par Picasso. Il en a fait à peu près une trentaine de portraits de lui. Rossignol, c'est le grand, et Picasso, c'était le jeune élève qui était admiratif de Rossignol, puisqu'il fréquentait ce cercle-là du côté de Barcelone. Alors, Rossignol, vous voyez, c'est un message qui est exactement de la même manière. Il vous montre un enfant. Certes, on sait que Rossignol était plutôt sympathique et plutôt favorable au droit, à l'interdiction du travail des enfants, mais ce tableau est finalement assez calme. Il n'y a pas de violence. Et c'est tout à fait ce genre d'ambiguïté dans la peinture. Cutanda, autre grand peintre espagnol. Lui, on le verra plus tard pour les grèves. Là, ici, vous avez une des plus grandes usines des Asturies, la Dour, une usine métallurgique. Bon, moi, je ne m'intéresserai pas à l'accident. C'est une des premières fois qu'on voit des accidents du travail représentés. Ça, c'est plutôt pour la troisième partie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez cet enfant-là. Alors, c'est un apprenti, on voit bien qu'il tient ce petit bâton. Ce petit bâton s'appelle un ringard. Ça servait à mélanger la préparation sans se brûler. Donc, en fait, c'est un apprenti. Alors, moi, je m'intéresserai surtout à l'histoire de l'apprentissage à travers ce petit tableau-là. Parce que finalement, c'est ça, c'est le statut qu'on leur donnait, la justification qu'on leur donnait, c'était finalement, mais ce sont des apprentis. Si vous regardez, par exemple, j'en ai plein des tableaux comme ça. Eugène Bulan, dans l'atelier, avec le maître qui apprend à son élève le travail. Alors, ça renvoie à plein de choses. Alors, vous avez ce tableau qui est très célèbre de François-André Vincent, d'agriculture, où on voit le maître qui apprend aux jeunes. Alors, ils ont complètement fantasmé de l'ouvrier agricole, mais enfin voilà, il est quand même dans un très beau costume. Mais il lui apprend comment faire le geste. Et regardez comment il montre comment il faut faire un trait de sillon avec le bras de Dieu, peint par Michel-Ange. Le maître d'apprentissage est en train de lui démontrer exactement ce qu'il faut faire. Vous avez Dieu le Père qui est en train de lui donner le savoir. Vous le trouvez de manière caricaturale, parce que là, le bras est complètement copié, mais chez Vincent, il faut toujours comprendre ça. Alors, les apprentis, c'est assez surprenant. C'est une pratique qui est très ancienne, l'apprentissage, parce que normalement, c'est ce qui vous est représenté. Nous, on voit ça comme des enfants au travail, mais ce sont des apprentis, c'est leur nom. C'était interdit avec la loi Le Chapelier de 1791, qui met fin aux corporations, parce que généralement, c'était les corporations qui entraînaient, qui éduquaient les apprentis. Et puis, avec l'industrialisation, les apprentis vont réapparaître. C'est ce qu'on voit ici. Parce que tout simplement, c'est une main-d'œuvre bon marché. Il n'y a aucune obligation d'apprentissage. C'est ça qui paraît fou. Vous regardez les lois de l'époque. Un maître d'apprentissage n'a pas l'obligation d'éduquer son élève. Il doit l'aider à travailler. Il doit être son assistant. Et c'est à l'élève à observer. Il n'y a pas d'obligation à communiquer le moindre enseignement. Et puis, dernière ambiguïté de ce statut, généralement, c'était des contrats oraux. Ils avaient un contrat de travail. Donc, ce contrat de travail disait tu es mon salarié. Et puis, à l'oral, on disait éventuellement, je t'apprendrai 2-3 petites choses. Mais ce n'est pas une obligation. La première loi sur l'apprentissage en France, par exemple, c'est 1851. Et la première chose que dit cette loi de 1851 sur l'apprentissage, c'est que tu auras un contrat écrit où on te dit que ton patron a des obligations, notamment celui de t'apprendre des choses. Ça ne marchera pas, parce que cette loi ne sera pas appliquée. Donc, il y aura une deuxième loi sur l'apprentissage en 1919, une troisième loi sur l'apprentissage en 1928, et c'est là qu'on impose définitivement le contrat écrit pour les apprentis, et que là, l'apprentissage devient une mission de formation. L'apprenti, c'est celui qui est l'assistant, pas forcément celui qui apprend. C'est quelque chose qui apparaît très tardivement. Et donc, vous avez tout ce genre de tableau où on voit ce statut d'apprenti. Ces personnages-là, voilà, qu'est-ce qu'il apprend à verser de l'eau. La loi de 1851 dira que l'apprenti doit pas être cantonné aux tâches avilissantes, aux tâches de force, aux tâches ingrates, mais qu'il faut aussi qu'on lui apprenne des tâches plus spontanées, ce que ne montre pas ce genre de peinture.
Donc là, ici, François Bonvin avec les forgerons. C'est pas surprenant si on retrouve ce genre de petits détails. Je vais juste reprendre un petit peu mon souffle. Après, tu veux faire une pause juste après? Oui, on va faire une petite pause. Je finis juste mes enfants, puis après on fait une petite pause. Parce que là, je pense que je vais écorcher tous les noms dans 2 secondes. Donc, vous verrez, quand vous parlerez 4 heures d'un filet, ce sera bien. Alors, il a 2 noms. Il s'appelle Henri-Jules Geoffroy, mais tout le monde l'appelle Géo. C'est comme ça qu'il est connu. Géo, c'est le peintre officiel de la un des peintres officiels de la Troisième République. Lui, c'est le peintre de l'école. Vous connaissez ce genre de tableau, c'est Géo. Il faut imaginer, il montre les grandes réalisations de la Troisième République. La Troisième République qui a scolarisé les élèves, la Troisième République qui a permis aux enfants d'avoir ceci. Ce sont toujours des très très beaux tableaux, mais avec un discours politique derrière. Alors, notamment en classe, le travail des petits, il en a fait vraiment à l'appel ce genre de tableau. Et puis il vous peint ici une école professionnelle à Délice. Alors, Délice, c'est en Afrique du Nord, c'est en Algérie. Et elle a été créée en 1880. Elle va disparaître en 1962 avec la guerre d'indépendance. Mais elle vous montre cet effort de donner une justification à l'apprentissage. L'apprentissage, en fait, qui est que de l'exploitation. Hein. Apprenti, ça veut juste dire assistant. Et avec ces efforts, très 1851, la première loi, création d'une école en 1880, avec voilà, un professeur et des élèves qui apprennent leur futur métier du travail de la forge. Bon, ce que je vous propose de faire, parce que je pense que vous aussi, vous n'en pouvez plus, on va s'arrêter là. On fait une petite pause, je ne sais pas combien de temps. Bon, on va dire 10 minutes. Allez, 10 minutes Le de temps pause. d'aller faire la queue à la machine à café.